Le point déclencheur de l'intrigue, c'est que le personnage principal de Ryan Gosling est mis sur la piste d'un enfant, en fait, qui serait né d'une replicant. Mm-hmm. Et ça fait évidemment capoter tous les officiels en place qui se disent « Ah ben là, si les replicants arrivent à un point où ils peuvent se reproduire, là, on a perdu le contrôle complètement. » On se retrouve dans Jurassic Park. Hein? Ouais, il y a peut-être... Excusez, dans chaque podcast, il faut qu'on parle de Jurassic Park ou Star Wars. Ou Star Wars, OK. Non, mais regarde, on est chez vous, c'est tes règles. Hein? Moi, je crois que les films prennent toujours inspiration de la réalité, et pas le contraire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça m'est égal. C'est pas de pogner sur le marché, l'art, c'est d'exprimer ce que tu as d'intrigue. What other art form do you create on a schedule? Je dois dire que je trouve que choquer est une qualité. I think it's interesting for an audience to get lost in a different world. You need to know how ideas and emotions are expressed through a visual form. Salut tout le monde, bienvenue au Panoramique Podcast. Cette semaine, comment tu vas mon cher? Ça va très bien. Comment ça va, Amir? Ben, ça va bien. Ben, cette semaine, comme vous pouvez voir, on est dans un autre décor. On est chez Charles C. Richer. Charles, qui est un ami à nous, en fait, qui nous a invités 2 fois. Vraiment généreux, le gars, il nous a invités 2 fois sur son podcast. Donc, c'est tout un film. C'est un concept où il fait découvrir des bières de microbrasserie du Québec. Donc, on encourage local et en plus, il parle de films. Donc, c'est le meilleur des mondes. Alors, on est chez lui aujourd'hui pour parler. On fait un cycle Denis Villeneuve. Donc, on va parler de 3 films de Denis Villeneuve. On va vous laisser la surprise. On ne va pas en parler maintenant. Donc, soyez là. Et puis, rubrique cette semaine aussi. Oui, comme d'habitude, des chroniques. Oui, moi, je m'enligne en fait sur un film qui me met à terre à chaque fois. C'est probablement un de mes films préférés de tous les temps. Dans mon top 5 certainement. Film de 1985 qui est Come and See, film de guerre / horreur. Un film assez unique en son genre que j'apprécie énormément. Donc voilà cette semaine pour moi mon plan de la semaine. Et toi cette semaine? Ben moi cette semaine je vais parler d'un film japonais. Moi aussi un film que j'aime beaucoup. Un film d'horreur qui s'appelle Suicide Club de Sion Sono. Alors voilà, restez à l'encoute. À l'encoute, super. Ben génial. Et puis juste avant de passer à la table ronde avec Charles, eh bien, on va faire nos remerciements. Oui. On va remercier Charles de nous inviter à la maison, lui et sa copine Victoria. Merci beaucoup. D'ailleurs, pour ne pas l'oublier, il faudrait vraiment mettre le lien c'est un film dans la description. Oui. Naturellement, on invite les gens à aller voir qu'est-ce que fait Charles. Absolument. On va vous mettre ça en description. Et puis, on aimerait remercier ceux qui nous louent les caméras. Donc, les gars de session de salon. Les sessions de salon, c'est quoi? C'est un concept pour les artistes musicaux. Si vous avez un groupe de musique, vous voulez faire un concept de vidéoclip en une prise, eh bien, les gars de session de salon peuvent faire ça chez eux, dans leur immense salon, leur immense appartement. Ils vous font un package, le montage, tout ça. C'est vraiment un beau concept. On vous met également ça dans la description, comme toujours. Et puis, le dernier des remerciements. Et non le moindre. Et oui, on remercie notre technicien. Sinon, on ne serait pas là à se faire filmer. Alors, merci beaucoup à Richard Asmar. Merci, Richard. Merci, Richard. Alors, bon podcast. Charles Richer, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. En fait, notre invitation chez vous. Merci. Oui. Bienvenue chez vous, Charles. Oui. Bienvenue au Panoramique Podcast. J'apprécie l'accueil chez moi. Mais écoute, Charles, pour le monde qui nous regarde, je vais te présenter un petit peu brièvement. En gros, tu es l'homme de 2 passions. Tu as la passion du 7e art. Et tu as aussi c'est la passion qui te rapproche de nous. Et tu as aussi la passion de l'art brassicole, oui, qui te rapproche de moi. Et puis,
Et de Mathieu, souvent. Ah oui, quand même, il vient parce sur que... le show, oui. Exactement, Ouais. parce que tu nous as invités quelques fois, parce que là où j'en venais, c'est que tu as un podcast qui s'appelle Le C'est tout un film, où tu combines, dans le fond, ces deux passions-là, parce que tu reçois des gens pour parler de cinéma, tout en leur servant de la bonne bière et tout en commentant les bières avec eux. Donc, voilà, tu nous as invités quelques fois à ton émission, et nous, naturellement, avec tout le fun qu'on a eu, on s'est dit, il faudrait quand même faire une petite collaboration maintenant que nous aussi, on a un podcast. Oui. Une petite, oui. Ouais, les gars qui nous ont loué la cam quand j'allais chercher tantôt, j'aurais expliqué un peu le concept, puis ils disaient, OK, dans le fond, c'est comme le multiverse de vos podcasts. Oui, c'est ça. Je pense que c'est la bonne façon de le dire. Moi, j'allais juste dire, c'est comme là, en ce moment, on est comme dans le premier niveau de Inception des podcasts. Peut-être, si un jour, on a un autre podcast, si on rajoute des invités, là, si on est 3-4 podcasts, ça serait comme... Ouais. Ça serait cool. on Moi, ferait Inception. Je m'imagine tout le temps comme une genre de convention de podcast. Tous les podcasts, peu importe c'est quoi le thème, on se réunit puis on jase. Genre. Ça pourrait être cool, ça mener. Genre, approcher plein de bons podcasts. Parce que le cinéma, c'est tellement rassembleur. Aussi. C'est rare, les gens ils disent j'aime pas ça regarder des films, oui. Ouais. On l'apprécie, c'est sûr qu'il y a une appréciation à certains niveaux. Des cinéphiles comme vous et moi, là, on va peut-être analyser un petit peu plus, là, mais en général, si on dit hey, on choisit un film, puis c'est pour ça que moi, mon émission, ça s'est bien passé. Moi, durant la pandémie, j'ai fait des épisodes à distance. Puis d'habitude, c'est moi qui choisissais les films. Puis là, j'ai dit durant la pandémie, hey, j'aimerais ça revivre ça. L'aspect convivial puis tout ça. Mais là, on les a fait à distance. Mais je disais aux gens, choisissez un film. Là, c'est pas moi qui choisis, c'est vous. Puis les gens étaient super ouverts, fait que non, ça s'est vraiment bien passé. Ça force un peu à élargir les horizons. Oui, exact. Cool. Ouais. On va avoir une discussion sur Denis Villeneuve, mais avant qu'on tombe là-dedans, là, c'est un peu le moment où tout le monde en parle. C'est toi la Diane du show ce soir, parce que tu nous as choisi une bière. Ouais. Peux-tu nous la présenter, s'il te plaît? Oui, donc ce soir, nous allons boire... Non, je peux pas faire ça. On va déguster, en fait, c'est une bière qui s'appelle la Triple d'automne, qui est une triple belge. En fait, de la microbrasserie Ciboire qui est située à Sherbrooke. Ça fait quand même plusieurs années qu'ils brassent. Puis une triple belge, c'est une bière qui va avoir des levures qui vont être assez lourdes, très rondes. Beaucoup de notes souvent de fruits comme poire, petits raisins, tout ça. C'est des bières qui sont quand même assez riches. Puis souvent un haut pourcentage d'alcool. Donc celle-là est quand même pas si forte que ça. En termes de pourcentage d'alcool, c'est une 7%. Des fois, les triples belges, on peut aller jusqu'à 8, 9, 10%. Là. Fait que je vous salue et un beau cheers à ça. Santé. Santé. Oh, allez, on va faire un vrai cheers quand même si ça nous oblige à être off mic. Donc, juste au nez, on peut vraiment sentir ce que vous sentez, c'est vraiment les lovers belges. Ben oui, on voit bien... Oh wow, c'est typiquement belge. Oui, c'est vraiment c'est très bien richesse. Puis juste pour faire un petit clin d'œil à mon show, j'ai choisi la triple d'automne parce que un des films qu'on couvre aujourd'hui, Prisoners, ça se passe en fait à le Thanksgiving américain, donc fin novembre. Donc c'est vraiment la fin de l'automne. Puis je voulais vraiment la boire celle-là avant le début de l'hiver. Fait qu'on a eu de la neige hier, là. Fait qu'on peut dire qu'on est vraiment limite. Sur la limite. Mais c'est quand même une bière qui réchauffe, puis c'est pour ça que... Puis je me suis dit triple, parce qu'on est 3. Concept. Oui. Concept. Oui. Puis on parle de 3 films, majoritairement. Fait que je suis bien concept. Ah wow! Écoute, il y en a qui font des accords bière-bouffe. Toi, tu fais des accords bière-film. Ouais. Des fois, là, je vais chercher ça loin, là, les liens, là, mais... c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. C'est tant mieux. Ça fait découvrir autant des films que de la bière aux gens. Puis en plus, c'est des produits locaux que tu présentes. Fait que c'est encore mieux. Il n'y a pas de Budweiser sur mon show. Non. Vas-tu blipper ça? Ah non, trop tard, faut assumer. J'ai dit le mot qu'il fallait pas dire. le mot en B, le B-word. Mais, dans le mot brassicole, c'est ça. OK, bon. Donc,
on voulait, comme on disait, on voulait parler de Denis Villeneuve. On veut faire la discussion sur lui. On pourrait dire que c'est l'homme de l'heure, en fait, un peu, parce qu'on s'entend Dune trône en tête du box-office, en tout cas, du moins au Québec, peut-être pas partout dans le monde. Non, ça... Mais c'est vraiment le film, je dirais, qui fait le plus jaser en ce moment. Fait que c'est quand même approprié de parler un petit peu du réalisateur. Oui. On commence pour se lancer. Vos impressions sur Denis Villeneuve. Est-ce que quelqu'un veut commencer? OK. Moi, je suis l'invité. Ouais. Vas-y. Fait comme À quand toi, on sert la bouffe, là, c'est toujours l'invité en premier. Ouais. Ben, c'est moi qui ai initié l'idée d'avoir Denis Villeneuve parce que je dis toujours, moi, Denis, c'est pas un aspect patriotique. C'est pas parce qu'il est québécois, mais pour de vrai, c'est dans mon top 5 de réalisateurs préférés. Pour moi. Je vais sûrement rentrer un petit peu plus en détail durant le podcast, là, mais pour moi, je trouve que dans ce que moi j'apprécie dans le cinéma, je trouve qu'il y a un style, mais il y a aussi comme il maîtrise complètement l'art, je trouve, personnellement, comparé à d'autres qu'on nommera pas, là, parce qu'on n'est pas là pour être méchant. Mais pour moi, chaque fois que je regarde un film de Denis Villeneuve, je suis surpris, je suis touché émotionnellement, je suis intrigué par les histoires qu'il couvre, je suis absorbé par tous les éléments qu'il utilise, que ce soit sa musique et tout. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'attire beaucoup. Le son en cinéma, moi, je suis plus auditif que visuel en cinéma, là. C'est un peu spécial, là. Mais fait que sa musique, je suis toujours ça vient bien me chercher. Et c'est sûr que ça fait... Il me semble que, vous pourriez me corriger là-dessus, mais il me semble qu'il travaille pas mal toujours avec le même DOP. Il aurait fallu vérifier, mais en tout cas, il y a des... Je sais qu'au moins le début de sa carrière. Là, mais il y a définitivement des gens de son équipe qui le suivent depuis très longtemps. Ça, c'est sûr. Ouais, clairement. Fait que, tu sais, même visuellement, je trouve que ces films sont vraiment incroyables. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent par rapport à Dune, ils disent comme... Même si vous voulez pas regarder, mettons, comme un... Tu sais, les gens qui veulent regarder un film d'action, ils vont peut-être pas comme se retrouver là-dedans, mais tout le monde dit, peu importe la critique de Dune, tout le monde dit c'est visuellement incroyable comme film. Ah oui, ça, tout le monde puis je pense qu'Arrival, c'est la même chose, puis je dirais même... pas mal tous nos films, je trouve, qui sont vraiment très bien shootés en général. Comme tu dis, c'est quand même une constante chez Denis Villeneuve sur laquelle tout le monde s'entend. Là où on peut avoir des désaccords, c'est des fois, est-ce qu'on connecte tant que ça toujours émotionnellement avec les personnages? Parce que moi, personnellement, bon, on va y venir plus tard. Moi, j'ai parlé de Blade Runner parce que personnellement, j'ai trouvé que c'était le film où... j'ai trouvé que c'était de loin de ces films, celui où on sentait le plus l'émotion, puis celui où on développait le plus de sentiments d'attachement envers les personnages, parce que ce que je reproche à Denis Villeneuve, c'est que des fois je trouve ça toujours beau, mais des fois je trouve ça froid un peu. Personnellement, c'est la critique que moi je lui ferais. Puis d'ailleurs, si je peux juste faire une petite référence, quand j'étais à l'université, quand Polytechnique est sorti, puis je suivais à ce moment-là le cours de cinéma contemporain avec André Habib, qui est selon moi un des meilleurs professeurs de cinéma du département de l'UDM. Et André Habib déteste assez cordialement Denis Villeneuve et avait publié un texte dans Hors-champ, je crois, si ma mémoire est bonne. Oui, je crois que c'est dans Hors-champ, qui s'appelait La belle image vide, où il laminait totalement le film Polytechnique qui venait juste de sortir, sur la base que, selon lui, c'était un film qui faisait de l'esthétisme à partir d'un drame. Et ça, lui, il trouvait ça un peu déplacé. Bon, personnellement, je ne serais pas aussi virulent qu'André Habib pour ma part, mais c'est quelque chose, par moment, que je peux reprocher à Denis Villeneuve. Ouais. Ah, bon, c'est intéressant. Amir, moi, Denis Villeneuve, moi, c'est un peu pareil. Je suis pas le plus grand fan de ses films. C'est pas comme si chaque film me faisait un effet incroyable. Par contre, excusez-moi, il y a quelque chose que j'apprécie tout le temps, c'est la forme chez Denis Villeneuve. Ça, c'est ça, je pense que c'est une force chez lui. Mais j'ai énormément de respect pour lui parce que c'est quelqu'un qui avait de l'ambition puis qui a réussi son pari. Mm-hmm. Puis ça, moi, tu sais, c'est quelqu'un qui avait des idées de grandeur puis il s'est rendu à les faire, ces idées de grandeur.
Ça, juste ça, pour moi, ça mérite. Puis je pense que sa carrière, je veux dire, une belle carrière, quand même, plusieurs longs métrages derrière lui. Autant des films qui viennent plus d'ici que, surtout au début de sa carrière, que des films hollywoodiens. Après, bon, chaque film est différent. Il touche à plusieurs styles aussi. Mais j'ai pas vu tous ces films encore. Moi non plus. Il y a ça aussi, tu sais. Ah, ouais, moi non plus, d'ailleurs. Je dirais pas que je connais sa filmographie par cœur. Mais... C'est ça, j'ai pas comme vu tout analysé parfait puis dire, OK, ce que j'aime pas, ce que j'aime. Mais ce que je sais, par exemple, c'est que si je m'embarque dans un Denis Villeneuve, je sais que je vais avoir du plaisir parce que je sais que ça va être visuellement intéressant puis qu'il va quand même avoir de quoi dans le scénario de captivant. Mais de l'autre côté, c'est que des fois, sur certains films, je vais peut-être me dire, justement, est-ce que c'est trop américanisé pour moi ou est-ce que j'ai l'impression de voir un film américain mais fait par un Québécois? Est-ce que... Mais en même temps, ces derniers films, c'est ça. C'est des films américains réalisés par un Québécois, je veux dire. Oui, mais c'est ça. J'aimerais comprendre un peu ta critique. Comment tu trouves ça mal que ce soit américanisé, mais c'est du cinéma américain? Oui, non, mais pas mal. Mais dans le sens que... comment je dirais ça? Est-ce que l'approche de Denis Villeneuve est son approche personnelle ou c'est une approche de Denis Villeneuve américaine? Je pense que je comprends ce que je veux dire. Je pense que tu veux par rapport au fait, est-ce que Denis Villeneuve passe à travers un filtre du cinéma américain? C'est une question, c'est sûr qu'il faut poser parce que rendu sur des prods de cette ampleur-là, est-ce qu'il est vraiment maître à bord? On peut poser la question. Puis je pense qu'il y a quand même des gens alentour du monde, des critiques, peut-être qui voient ça comme ça, disaient bon, c'est peut-être un artisan. Oui, il y a une vision, mais en même temps, c'est très américanisé. Fait qu'est-ce qu'il faut... Tu sais, je pense pas qu'il faut pénaliser l'œuvre de Denis Villeneuve pour ça, mais je fais juste questionner, je fais juste essayer de me mettre, moi, dans la peau d'un cinéphile québécois vis-à-vis un Québécois qui fait des films à Hollywood. Fait que ça nous pose une question, nous, physiquement, géographiquement. Ben, je pense que tu peux pas... je pense que tu peux pas, à un certain point, faire... entrer dans le cinéma américain sans que tu ailles justement parce que veux pas, c'est ceux qui te produisent, donc eux vont avoir un impact sur la façon que tu vas shooter. Puis ça, c'est même si on sait pas qui, tu sais, mettons, je pense qu'ils travaillent beaucoup avec Warner Brothers. Je sais pas si Warner Brothers fait un chèque puis ils sont comme, tiens, carte blanche, fais ce que tu veux. Ou est-ce qu'ils ont beaucoup de notes, tu sais? C'est pas dans les habitudes d'Hollywood de donner des cartes blanches. Oui, c'est ça. Puis ça, je vais avoir un épisode sur Dune spécifiquement qui va sortir bientôt. Puis je vais juste en parler un tout petit peu, là. Mais je pense que prenez des notes à la maison. Oui. Mais je pense que c'est une de mes plus grosses critiques de Dune. Je trouve qu'on dirait que Denis, plus le temps avance, plus on dirait qu'il perd sa flamme un peu, qu'on peut dire, comme qu'on parlait, comme l'aspect magique un peu, l'aspect un peu plus vierge de comme son talent, si on peut dire. Comme le filtre que tu parles américanisé, si on peut dire, on dirait que ses motifs en tant qu'artiste, on dirait qu'ils lentement se dissipent. Ouais, comme si on regarde, comme mettons, moi je pense Prisoners, mais on peut penser Arrival, on peut penser Polytechnique. Je trouve que les choses qui définissent un film de Denis Villeneuve commencent à se perdre un peu dans le genre qu'il couvre, dans le fait que c'est comme son 5e, 6e, 7e film américain. Ben, tu sais, film en général. Là. On dirait que, je pense que oui, il y a une partie de lui, je pense, qui commence à se détacher, qui commence à peut-être c'est méchant à dire, mais peut-être comme c'était standardisé parce que veut pas, tu sais, un film, on veut que ça pogne, on veut que ça marche. Est-ce qu'il sacrifie un peu sa touche personnelle pour que ça soit plus accessible à un grand public? On ne sait pas. C'est ça, tu vois, moi c'est un peu ça. Puis c'est comme je dis, c'est pas juste de dire, tu sais, il fait des films américains, je le respecte pas. C'est pas vrai, c'est pas ça que j'ai en tête. Non, évidemment, c'est pas ça qu'on dit. C'est ça, je pense que vraiment... ta réponse est assez nuancée. Oui, moi je fais juste questionner ça parce que c'est ça que je trouve vraiment pertinent et intéressant. Mais comme je dis, mis à part tout ça qui fait qu'on se questionne là-dessus, je trouve quand même que c'est quelqu'un qui fait des projets énormes. Là, je veux dire, porter ce qu'il a porté sur ses épaules, ce gars-là mérite
sa victoire finalement. Mais de tout temps, ça a toujours été extrêmement difficile pour des auteurs de se faire valoir à Hollywood. Si on Oui, parle ouais. auteur dans le vrai sens du terme, je veux dire, c'est toujours c'est une machine qui est tellement énorme que oui. tôt ou tard, les financiers finissent toujours par reprendre le dessus. Ouais. Puis nous, on fait souvent référence au New Hollywood parce que c'est un cinéma qu'on aime bien. Ça arrive assez souvent qu'on en parle au podcast. Puis le New Hollywood a été une tentative de la part des auteurs de prendre le contrôle de la machine qui finalement a échoué, en fait. Le New Hollywood, en bout de ligne, est un échec, même si ça a donné des films extraordinairement beaux. Mais oui, c'est ça, c'est... on s'en sort pas, hein. Donc c'est à la limite ce qu'on dit en ce moment, c'est même pas une critique envers Denis Villeneuve en réalité. On c'est sympathise avec lui. Non, mais c'est vrai, c'est pas une critique. Tous les mauvais commentaires que tu reçois, Denis, on est avec toi. On est avec toi, on comprend ce que tu vis. Non, mais c'est super intéressant, je trouve, parce que ça pose une question, puis surtout, mais c'est tellement rare. Tu sais, en étant québécois, je veux dire, qui a fait des gros projets de même? C'est ça que je dis. Il y a eu des... Il y a des précédents quand même. Oui, il y a des précédents. On sait que, par exemple, il y a des contemporains comme Jean-Marc Vallée quand même, Jean-Marc Vallée, qui fait des assez gros projets. Xavier Dolan a fait un film aux États-Unis. Aussi. Je ne sais pas s'ils vont en faire d'autres, peut-être. Ouais. Sinon, évidemment, le précurseur, on en avait déjà parlé d'ailleurs ici même, c'est Yves Simoneau. Yves Simoneau qui a fait, on pourrait dire, la majorité de sa carrière aux États-Unis. Ouais. Donc oui, il y a quelques précédents, mais c'est sûr que ça reste rarissime. C'est ça. C'est pas une constance. Non, c'est pas comme au hockey. Là. Tout le monde veut pas les Québécois puis ils prennent toutes. Non, c'est des cas quand même assez isolés. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on voit assez souvent à Hollywood, surtout récemment, parce qu'on est vraiment comme dans un monde, je trouve, contemporain où tout ce qui trend puis tout, ça commence à prendre comme une place dans Hollywood, puis on dirait que justement maintenant c'est la nouvelle mode, c'est d'engager justement comme un nouveau réalisateur, auteur hip du monde indépendant, puis de lui donner comme un gros projet hollywoodien, puis souvent ça leur pète d'en face. Tu sais, je pense mettons au nouveau King Kong, tu sais, mettons Jurassic World, c'était Colin Trevorrow, il avait juste fait des films indépendants avant, là. Puis ça, on voit beaucoup de critiques de ça, parce que aussi, je sens aussi que c'est un peu Hollywood, on voit un peu le côté un petit peu machiavélique de ça, parce qu'un petit réalisateur que tu vas chercher dans le monde indépendant, Hollywood va le prendre, il va être pas mal plus facile à manipuler, puis à dire « Hey, t'imagines-tu la chance qu'on te donne? » OK, tu penses qu'il y a un côté un peu machiavélique derrière tout ça. Je pense qu'il y a un côté comme ça. Ouais. En même temps, tu sais, Denis Villeneuve, comme on parle de son portfolio, là, je sens pas qu'il se fait comme vraiment comme « Hey, tu fais ça là, quand il rentre dans le bureau. » Parce je sens qu'il peut avoir quand même comme « Regardez ce que j'ai fait. » On s'entend qu'il est arrivé à Hollywood en ayant déjà une filmographie quand même assez conséquente, puis des films qui avaient voyagé un peu partout. Ça, on est sûr. Mais Hollywood a toujours été un pipeline de talent, en fait. Ils ont toujours eu cette mentalité-là d'aller chercher les talents qu'ils pouvaient trouver un peu partout. Je veux dire, on parlait, on a fait une entrevue avec Alexis Martin, il nous parlait de sa passion pour l'Hollywood classique des années 40-50. Puis bon, il y a eu évidemment ce cinéma-là, juste avant tous les fameux films d'horreur de la Universal, tout ça dans les années 30. Mais ces films-là étaient réalisés, pas forcément le réalisateur, mais je parle de l'équipe technique. C'était souvent des gens c'était souvent des techniciens qui étaient allés chercher en Allemagne, qui avaient travaillé sur l'expressionnisme allemand dans les années 20, puis que, bon, en raison de certains tragiques événements en Allemagne, ont dû s'exiler. Oui. Donc, c'est pas forcément nouveau, cette tendance-là d'Hollywood, hein, d'aller chercher comme ça des gens partout, de dire « Ah, lui, il est bon, on va l'amener ici. » Ouais, puis c'est ça, puis c'est intéressant parce que tu regardes, comme tu disais, tu sais, bon, qu'il soit Hollywood ou pas, des fois, tu as des noms, justement, tu regardes juste les noms des réalisateurs qui sortent les gros films, là, mettons les James Bond ici, puis ils viennent tous, soit ils sont américains, mais d'origine, russe, d'origine, je sais pas moi, justement allemande, d'origine ci, d'origine ça, asiatique. Fait que tu te dis, OK, c'est intéressant, tu sais, comme quoi, justement, le talent est partout. Mais oui, c'est une fabrique, Hollywood. Il faut que ça soit bankable. Fait que c'est sûr que, justement, c'est pour ça que, comme, on met un grain de sel sur tout ce qu'on vient de dire, un peu, parce que
on n'a jamais rentré dans un bureau chez Warner Brothers. Ah ben oui, évidemment, Non. on peut pas prétendre qu'on sait comment ça se passe. Fait qu'on Non, peut non, pas on dire, peut pas dire ça. Tu sais, Denis, tes films étaient vraiment meilleurs avant. Ton style était plus défini. Non, tu sais, non, tu sais, non, comme... non, Mais- son équipe puis lui sont rodés. Sont, pour vrai, Mhm. comme je disais, moi, c'est ça que je trouve fascinant, c'est qu'il est capable de faire des gros films de Denis Villeneuve. Fait que il prend des défis puis il les fait. Puis ça, c'est pour ça que je respecte énormément. Puis comme je dis, je suis pas Puis tu sais, celui c'est qui pas, est devant. c'est pas des films faciles, là, ce qu'il fait. Là. Non, Il non, fait, non. Tu sais, comme moi, j'allais dire justement pour Prisoners, un thriller, ça se fait plus. Ça se fait... Il y en a pas beaucoup des bons thrillers, là, genre... Je peux pas en nommer beaucoup. C'est pas un style qui est vraiment facile à faire. Tu sais, il y a Ils se ressemblent tous. Surtout dans les dernières années. Comme Ouais, tu dis, c'est moi j'ai moins- juste Gone ouais, Girl ouais. qui me vient en tête, Ouais, qui a ressorti c'est bon. un peu du lot, mais sinon... C'est vrai. C'est vrai qu'on est plus comme un peu à l'âge d'or, là, les 70s, des genres de thrillers un peu paranoïaques, tout ça de tu sais, l'époque. il c'était fait, cool, là. il fait de la science-fiction. Il a fait, Ouais. tu sais, Blade Runner, c'est une sequel d'un film qui a pas marché. Tu sais, c'est devenu un culte, mais comme je Ouais, dirais ben, même... oui, puis inquiète-toi pas que je vais avoir Oui, oui, l'occasion oui. d'aborder justement cet aspect-là des Puis choses. Parce là, que, Dune, oui. Puis là, Dune, c'est genre... Personne pensait... Tout le monde, tous les fans de Dune sont rentrés là, puis on dit... Parce qu'ils ont vu la version 84 de David Finch, et on dit, c'est pas adaptable, ça. Ça pourrait être une série. Mais tout le monde, quand ils ont vu Denis Villeneuve, ils étaient contents parce que c'est un réalisateur qui a comme une bonne, tu sais, comme on a dit, il y a une bonne filmographie derrière lui. Mais tout le monde regardait ça et on a dit, tu sais, si tu manques ta shot, Denis, c'est pas grave parce que nous, on n'imagine pas ça, une adaptation de Dune comme un film. Non, mais c'est ça. C'est quelque chose de tellement casse-gueule que justement, comme tu dis, on lui aurait pardonné de s'être cassé la gueule. Ouais. Parce que Mais c'est il vraiment l'a un eu truc. quand même, là. Ben oui, Pour, non, écoute, c'est- non, pour non, avoir c'est lu pour ça le que je dis, livre, là, cet c'est homme a un incroyable. mérite juste incroyable. Puis c'est pour ça que je dis, ces films, pour moi, c'est pas nécessairement, je suis pas, mettons, à chaque fois bouche bée ou de quoi, à chaque moment, ou tu sais, c'est pas un réalisateur qui vient tout le temps me chercher à 100%. Mais par contre, comme je dis, je ne m'ennuie pas devant un Denis Villeneuve. Non. Je vais toujours embarquer pareil, puis je vais commettre, il y a des éléments qui viennent, tu sais, plus te shaker un peu, ou tu sais, ça. Puis moi aussi, je vais en parler tantôt avec Polytechnique, mais tu sais, non, c'est ça. Tu sais, Denis Villeneuve, pour moi, c'est comme pas un 50-50, mais ça me rejoint pas à 100 000 à l'heure, mais Mais toi, tu as j'aime des beaucoup ça. préférences assez spéciales, Amir, si je Moi? me trompe pas sur ton cinéma. Ah ouais? Ah, mais de quoi tu parles, voyons? Non. Choc, franchement. Si, c'est pas parce que c'est italien ou que c'est fait dans les années 70 que c'est plus horrifique que tu me... Parce que j'avais fait une joke avec veut Félix pas quand dire on parlait que- des films, j'étais comme, je pense pas qu'Amir va aimer les choix parce qu'il y a rien qui était fait dans les années 70. Ouais, c'est ça. Mais non, ben écoute, moi j'aime ça pareil, mais oui, effectivement, je suis un... J'aime trop les 70s, qu'est-ce que tu veux. Tu te vois un afro. Amir, il devrait avoir un afro à un moment donné. Ah, Avec je- le casque et tout. Je suis clairement pas né à la bonne époque, en tout cas. Ouais, non, c'est... Ben, écoute, on va y penser pour l'afro. On va y penser Oui, longtemps. Ouais, Mais, ouais. Et puis spécial Halloween l'année prochaine. Ah, ben, ça qui serait sait? intéressant, ça. Qui En sait? plus, on aurait voulu faire un spécial bon, ça. Halloween, mais finalement, notre concept a comme... mais je veux pas trop en dire, parce qu'on va gâcher nos punchs pour l'année prochaine. Fais pas ça, fais pas ça. Fais pas comme moi sur mon show. Alors, mais c'est bien d'avoir un podcasteur d'expérience. Il peut comme ça m'orienter, m'empêcher d'aller me péter à la gueule Ouais, dans ouais, des, ouais. dans Ah, des puis raccoins. ceci dit, j'aimerais dire, on sait jamais si Denis Villeneuve écoute ou regarde le podcast. Denis. Ben, nous, on t'aime, Denis, puis on est vraiment contents. Puis on espère que tu vas venir au podcast pour vrai. Puis sur les deux podcasts, ça serait le fun, ça. Ouais. Denis, moi, j'ai ça pas serait été cool. méchant comme eux autres, OK? Ouais, c'est ça. Fait que, ben moi, j'étais juste à dire, si Denis écoute, ce que je pense pas qu'il va arriver, mais bon. Denis, Ricardo, ton voisin d'en arrière, te fait dire salut. OK, bon. Ma blonde, son père, c'était leur voisin. Ah, OK. Ah, c'est bon, ça. C'est fou. Bon. On va en parler aussi sur Doom, là, mais fait que ma blonde a connu sa fille, a été à l'école avec sa fille, Ah, puis... ben. Ah, ben tu vois. Ouais, fait que le moi, je monde veux est l'inviter petit. à souper souvent, mais ma blonde, elle veut pas. Oh. Ma blonde est gênée. Oh, Mais bon. tu sais, Bon, ben, écoute. c'est pas comme si j'ai mis mon couple ça, tu sais, Ça- on the line, là, comme on c'est dit en ça. anglais. Mais bon, Non. fait que Denis, nous, on t'aime ici. Ben de ce oui, côté-là de ben la oui. table. Non, c'est une blague. Bon, les 2 dernières minutes ont été un peu cringe, mais est-ce qu'on pourrait... est-ce qu'on... Faut qu'il y ait un peu On de pourrait- cringe. On pourrait passer... Juste un petit peu, c'est une petite dose. Oui, c'est ça, c'est l'assaisonnement. là. En Faut pas passant, qu'il y genre, en ait sont trop. pas mal plus lousses
quand ils sont chez nous que quand ils sont à la cinémathèque. Ah, tu trouves? Ouais, Bon, d'accord. Pas si mal, attends, on vient de commencer. D'accord, mais Ben, moi, je tiens à dire que c'est l'alcool qui fait. Possible, mais là, est-ce qu'on serait rendu... Parce Autour de table? Oui, je crois Ouais, qu'on serait ouais, rendu, parce qu'on voulait procéder par ordre chronologique, ce qui veut dire que Amir devrait partir le bal. Oui, donc j'ai choisi, comme on parlait tantôt, j'ai choisi un film de 2009, Polytechnique. J'ai choisi, bon, comme je disais tantôt encore une fois, j'ai pas vu tous les films de Denis, il y en a que j'aurais vraiment voulu voir, tout ça, mais bon, faute de temps, tout ça, c'est quand même aussi des longs films, hein, en moyenne 2 heures, 2 heures et demie, fait que des fois tu te dis, ouais, j'aurais pas le temps. Puis Polytechnique, c'est drôle, il dure vraiment pas longtemps, il dure comme 1h15, 1h17, donc petit film. Mais je l'ai choisi parce que quand j'avais vu ce film-là il y a quand même un petit bout de temps, si ma mémoire est bonne, puis je l'ai revu peut-être l'année passée. Puis ça m'avait épaté, ça m'avait... disons qu'à la fin du film, j'étais comme, oh, OK, c'est ce qui n'arrivait pas tout le temps dans les films de Denis, tu sais, j'étais comme, crème, ça me faisait réfléchir, l'approche, puis tu parlais du son tantôt, je vais y revenir après. J'ai choisi ce film-là parce que c'est ça, je trouve, premièrement, Polytechnique, c'est quoi? Juste pour ceux qui ne sauraient pas un peu l'histoire. En gros, Polytechnique, c'est ce qui se passe en 1989, c'est basé sur un fait vécu, la tuerie, la fusillade qu'il y a eu à l'école Polytechnique, donc à Montréal. Les Québécois qui écoutent sont déjà largement au courant de Ben cette oui. histoire. Ça se peut pas de ne pas le savoir, mais c'est sûr, au bénéfice de gens qui pourraient nous écouter. Ouais, moi, d'ailleurs. Moi, j'ai beaucoup de fans en Belgique. C'est un peu partout aux États-Unis. C'est bien pour le bénéfice de ces personnes-là. C'est bien de rappeler c'est quoi Polytechnique, mais juste parce que pour mettre le contexte, on s'entend qu'au Québec, tout le monde entend oui, ça a été énorme. Là. Puis, donc, 6 décembre 89, il y a Marc Lépine qui arrive avec carabine en main dans la Polytechnique, et puis lui qui déteste les féministes, tout ça, il y en a contre les femmes de ses cours et tout ça. Puis il décide d'ouvrir le feu, puis il fait comme 14 victimes, 15 incluant lui parce qu'il va se suicider après. Donc, c'est un peu finalement notre Columbine, c'est vraiment ça, en fait. Les tueries qu'on voit, les grandes tueries américaines, au Québec, on n'en a pas des tonnes. Quand on regarde, je veux dire, aux États-Unis, ça arrive à tous les coins de rue, à toutes les heures, on dirait. Là. C'est comme rendu un trend complètement absurde. Ouais. Au Québec, heureusement, je veux dire, 89, on a Polytechnique. En 2006, on a Dawson, Kimvergill. Oui, mais Polytechnique, il y a un aspect particulier quand même. Tant qu'à moi, on peut considérer ça comme un attentat terroriste. Parce que, comme tu viens de le dire, l'auteur de cet attentat-là l'a fait pour promouvoir une idéologie quand même. C'était quelqu'un qui détestait, quelqu'un qui détestait les femmes. Ouais. C'est quelqu'un qui était en rupture contre le féminisme et qui a posé ce geste-là. Donc, c'était motivé idéologiquement. Oui, absolument. Puis, non, c'était très grave. D'ailleurs, fait intéressant, après ça, je veux dire, le contrôle des armes au Québec, ça a été un gros sujet de discussion. Là, les chasseurs, tout ça, c'était rendu... ça faisait vraiment un tollé. Puis bon, le contrôle des armes, ça a changé avec le temps, tout ça. Puis à cette heure, à cause de ça, il y a beaucoup de règles qui vont régir un peu le contrôle de ça. Puis bon, des fois, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, etc. Mais c'est notamment en partie à cause du 6 décembre 89 là, que tout ça est arrivé. Là. Fait que c'est quand même assez fou ce qui s'est passé. C'est ça, tu sais, à Montréal, je veux dire, il y a des choses qui se sont passées à Montréal, mais on s'entend... puis je rajouterais peut-être en 84, là, Lortie, là. Denis Lortie, ouais, quand il est rentré à l'Assemblée de Québec, puis il a quand même fait, je pense, 2-3 victimes. C'est un petit peu moins à l'âge, mais quand même, c'est quand même assez intense. C'est quelqu'un qui avait des troubles de schizophrène, etc. Fait que c'est un pur hasard, en plus, s'il ne s'est pas pointé à un moment où les députés siégeaient. Là. Il aurait pu littéralement comme tuer plusieurs élus s'il était arrivé à un autre moment. Exact. Fait que, non, tu sais, on a eu des moments comme ça assez dramatiques dans notre histoire. Moi, tu vois, tu disais tantôt, André Habib, il ramassait le film parce qu'il trouvait que ça faisait justement trop utiliser ce drame-là pour comme faire un trip esthétique. Moi, vois-tu, j'ai pas vu ça comme ça. J'ai trouvé plutôt qu'il y avait un respect dans le film, en fait. Parce que la vision du film, c'est une chose, une esthétique, disons, un peu cauchemar éveillé, qu'on pourrait décrire un peu polytechnique. Parce que
le traitement du son est incroyable dans ce film-là. Je comprends peut-être, je viens de flasher sur des scènes, à un moment donné, on voit la fresque de le tableau de Picasso, Guernica, puis il y a comme toute une allusion à ça, puis tout une genre de truc de Denis Villeneuve, comme un des personnages, le personnage de Jean-François, joué par Sébastien Huberdeau, qui regarde la toile, puis c'est comme s'il était capable de dire que ça allait arriver, puis bon, il y a tout un jeu là-dessus, mais tu sais, encore là, je pense pas que ça excuse, que ça doit comme dénigrer le film pour autant, ça c'est mon avis. Mais peut-être que ça, c'est de quoi qui a déplu à André Habib. Je sais pas, là, je pars juste sur la théorie d'André Habib. C'est pas pour c'est intéressant d'en parler. Je pourrais même pas argumenter plus longtemps que ça parce que grave, je pense avoir déjà lu le texte, mais il y a très longtemps. Donc... je l'ai pas lu non plus. Alors, mais tout ça pour dire, le son, moi, juste le début du film, le début s'ouvre sur une fille qui est à la photocopieuse, puis là, les tirs commencent. Mais ça rentre au poste. Là. Le son est vraiment fait d'une façon à ce que comme si t'étais là, comme si la photocopieuse était devant toi puis t'entendais les balles passer à ça de toi, genre. Puis ça c'est pour ça que je disais, le son chez Denis Villeneuve, c'est extrêmement, extrêmement bien travaillé, puis c'est pas pour rien que l'équipe gagne des prix souvent sonores, etc. Dans tous les films, c'est vraiment... Puis dans Polytechnique, c'est déjà ça. Alors, tu sais, je trouve qu'il y a un côté un peu immersif dans Polytechnique que tu veux pas être là, tu sais. Ça, bon, ben vas-y. Moi, par rapport à l'esthétisme, moi, je dirais juste que... Parce que je sens que c'est comme... Le noir et blanc, c'est un peu un double tranchant par rapport à l'esthétisme. Parce que oui, on peut avoir comme l'aspect... On utilise le noir et blanc pour créer un sentiment d'ancienneté un peu boboche, là. Mais en même temps, je pense que, comme tu as dit, je pense que c'était pas ça du tout. Moi, je voyais vraiment un respect par rapport au noir et blanc. Parce que c'est un événement, comme tu as dit, qui était comme un cauchemar réel. Ouais. Fait que je sens que le choix du noir et blanc, ça a été apporté du fait qu'il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de couleur là-dedans. Puis justement, je ne vais pas user de la couleur pour manipuler l'émotion. Je veux que ça soit montré très cru. Ouais, c'est froid. C'est froid. Puis on le sent, le froid aussi. Oui. Parce que ça se passe techniquement le 6 décembre. Donc, ça se passe l'hiver. Puis tu le vois là, juste quand tu vois le tueur se déplacer, tout ça, tu sens que c'est froid. Puis c'est vraiment pas... tu te sens comme mal. Tu sens, l'hiver au Québec, là, en décembre, c'est froid. En plus, Maxime Godette, c'était quelqu'un qui était absolument pas connu comme acteur quand ce film-là est sorti. Oui. Je me rappelle la première fois qu'on a vu, tu sais, OK, il y a vraiment la tronche de l'emploi. C'est vraiment quelqu'un qui lead un film. Ouais. Vraiment. Non, il est excellent. Puis d'ailleurs, il y a Karine Vanasse aussi qui joue dans le film. Puis moi, vois-tu, c'est ça que j'aime aussi de Polytechnique, si on sort un peu de l'esthétisme, c'est que je trouve ça important qu'on fasse ces films-là. Ouais. Tu sais, c'est quand même une chose qui s'est passée ici, on s'entend, c'est quelque chose de vraiment pas le fun, puis c'est dégueulasse, puis il y a des familles là-dedans, tout ça, on comprend, puis le film rend hommage à ces victimes-là, puis à leurs familles. D'ailleurs, Denis Villeneuve a beaucoup consulté les survivants, les gens de la famille, etc., pour essayer de bâtir son film, pour essayer d'être le plus réaliste possible dans l'esthétique, c'est-à-dire dans le récit, finalement. Mais je trouve que c'est un film qu'il fallait qu'il soit fait. Puis ça, je trouve qu'au Québec, justement, des fois, on a de la misère à faire nos propres affaires. Il faut tout le temps que ça vienne d'ailleurs ou quoi que ce soit. Puis juste, peut-être à rajouter aussi, fait avec respect. Ouais. Tu sais, puis justement, moi, je trouve que ce film-là, c'est presque le Shawshank Redemption du Québec. Un peu. Dans le sens où est-ce que c'est un événement qui est tellement réel qu'on a presque... Ça va sonner bizarre ce que je dis, mais des fois, quand la réalité est trop proche... Quand c'est trop proche, on dirait que c'est irréel. Parce que ça devient comme le show de nouvelles. On voit juste les chiffres, on voit juste le nombre de victimes. On voit pas comme l'aspect vraiment comme « Ah, wow, il y a des familles, il y a des parents qui ont perdu leurs enfants. » Puis tout. Ouais. Puis malheureusement, parce que justement, c'est tellement extraordinaire qu'on n'arrive même pas à se raccrocher à quelque chose. Fait quand on fait comme des documentaires style Radio Cannes, là, donc nous avons ici, là, il y a eu une tuerie, nanana, on perd comme ce côté-là, comme ça devient presque froid. Informel, informatif un peu. Ouais. Puis je sens que, comme tu dis, des films comme ça doivent être faits comme de façon très respectueuse. Ouais. Moi, en tout cas, je l'ai senti respectueux. Je l'ai senti, ce film-là, qui rentre bien, mais
Qui fait mal. qui en me fait pas trop. C'est un film d'1h17, c'est ça, ça fait mal, mais ça fait partie quand même de notre histoire. Puis en tout cas, je trouve que c'est important quand même de le mentionner. Aussi, bon, évidemment, c'est un film qui rend un certain clin d'œil évidemment au film de Gus Van Sant, sorti quelques années avant, 6 ans avant, 2003, Elephant. Elephant, ouais. Il y a quelques petites ressemblances, pas tout. Mais il y a des moments. Tant qu'à moi, Polytechnique, c'est meilleur qu'Elephant. Elephant, c'est un film moi, j'avais bien aimé. sur lequel j'ai eu beaucoup de réserves quand même. Ouais? Parce que Gus Van Sant, justement, contrairement à Denis Villeneuve, qui lui a essayé d'aller vers une fidélité aux événements, Gus Van Sant a pris d'énormes libertés par rapport aux personnalités des tueurs, entre autres. Donc, c'est un aspect qui m'a dérangé un peu dans Elephant. Ouais, moi, ce que j'aimais d'Elephant, c'est que c'est un film assez symbolique aussi, avec un jeu dans le temps aussi que j'aimais bien. Que d'ailleurs, le jeu dans le temps revient un petit peu avec Denis Villeneuve, parce qu'à un moment donné, il y a la fameuse scène dans Polytechnique où quand le tueur arrive dans la classe, il dit aux filles et aux gars de se séparer. Ensuite, il dit aux gars de s'en aller. Les gars sortent. Puis il reste les filles. Puis là, comme on comprend qu'il va les avoir tout abattus. Mais comme ça coupe, puis là, on s'en va ailleurs pendant un bout. Puis à un moment donné, il revient au moment, mais là, c'est le point de vue de la fille, dans le fond, de Karine Vanasse, qui va être là. C'est Valérie, je pense son nom dans le film, qui va être là. Puis là, on va suivre son point de vue un peu plus, là. Fait que ça, je trouvais que ça faisait Gus Van Sant parce que c'est un peu l'approche dans Elephant. Mais sinon, pour le reste, je trouve que c'est, à part la thématique, tout ça, bon, je trouvais que Denis Villeneuve avait quand même son film à lui. Mais bref, en tout cas... Ça faisait plus hommage, je dirais. Ben oui, c'est ça, c'est rendu là, c'est exact. Peut-être un petit clin d'œil ou quelque chose, peut-être une inspiration aussi. Moi, j'ai juste un petit tidbit un petit peu cocasse du film Polytechnique. C'est sorti juste avant la Saint-Valentin. Il y a du monde, ça est allé à Polytechnique sur leur date de Saint-Valentin. Puis je me souviens de façon très vivifiante qu'il y avait des gens qui se plaignaient que c'était trop violent. Ah ouais? Puis moi, j'étais très jeune dans le temps. Avec le sujet, je veux dire... Ben c'est ça, moi j'étais très jeune, puis j'ai regardé ma mère, et j'ai dit... Parce que c'était du monde qui se plaignait à la radio de ça. Puis je disais, tu vas voir Polytechnique, tu t'attends à quoi? En allant là sur ta date, tu t'attends à quoi? Quelle mauvaise idée. Hein? Quelle mauvaise drôle idée. De choix. Mais donc, ça va pas inciter beaucoup d'affaires après. Ouais, il y a quelques moments, c'est vrai qu'il y a quelques moments... Pour nos 1 an, on regarde-tu Nuit et brouillard, je veux dire sacrément, là. Ouais. C'est comme fait... Non, mais c'est... Ouais. Mais il y a quelques moments, d'ailleurs, les effets spéciaux sont quand même bien faits. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, après une des tueries, la fille, elle survit, puis elle a le visage ensanglanté, mais le noir et blanc fait que ça passe mieux, tu sais. Fait que... mais oui, tu sais, je pense que c'est un film assez béton, Polytechnique. Je pense que c'est un film qui est capable de rentrer dedans, de revenir, de faire en sorte qu'on revienne sur notre histoire, sur notre passé. Qu'est-ce que tu veux? C'est une histoire qui est dramatique, qui est dégueulasse même, qu'on en pense, c'est sûr, tu sais, c'est pas une série d'une école, il n'y a rien de cool là-dedans. C'est ça, il n'y a rien de beau là-dedans. Mais... ça fait partie d'un aspect psychologique chez l'humain. C'est arrivé chez nous. Je pense que Denis Villeneuve a quand même fait quelque chose d'intéressant avec ce film-là. Je pense que ça voulait rendre hommage à quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc, j'allais dire, je pense qu'il n'y a rien de plus irrespectueux que de juste pas adresser ça. On dirait que ça rend l'événement comme justement moins important. Ouais, exactement. C'est pour ça que je pense que je suis complètement d'accord avec vous. Ce genre d'événement-là, faut les couvrir, puis les couvrir avec une attention, avec un sérieux, tu sais, puis pas juste justement essayer de comme cash in justement sur comme on va faire ça, puis ça va faire du cash. Non, c'était pas un film de glorification. Moi, en tout cas, je l'ai pas senti comme ça. Non. Fait que voilà, j'avais envie de parler de Polytechnique, qui est un film, tu sais, plus tôt dans sa carrière, dans sa filmographie, mais je trouve que c'est un film important, puis ça vaut la peine de revoir le film. Voilà. Donc là, c'est au tour de M. Charles. Oui. Tu nous parles de The Prisoners. The Prisoners, oui, qui 2013. je crois est la première entrée américaine de Denis, si je me trompe. Je pense, oui, parce que c'est avant Sicario. C'est juste avant Sicario. Puis, pour vrai, moi, justement, j'en ai touché un peu. Je suis un gros fan des thrillers, mais vraiment bien faits. Puis, je sens qu'il n'y a pas un sentiment d'appartenance vraiment
des cinéphiles, tu sais, vraiment accrus là, à ce style-là, tu sais. Qu'on parle, tu sais, mettons, du Bollywood, qu'on parle de l'horreur, tu sais, il y a des gens qui mangent ça. Mais le thriller, on dirait que c'est un style qui reçoit pas vraiment beaucoup d'amour, puis c'est un style qui est vraiment difficile à faire. Oui, mais c'est peut-être parce que c'est le style un peu hybride entre d'un côté le policier, d'un côté l'horreur, d'un côté l'action. C'est comme si c'était un peu à l'intersection de tout ça. Donc, ça semble tellement spécifique que peut-être qu'à cause de ça, il y a moins de... Puis, veux pas, tu sais, on va se le dire, le téléspectateur est très intelligent aujourd'hui, tu sais, puis c'est dur des fois de faire des revirements de situation qui vont surprendre. Puis j'avais entendu des gens dire justement qu'il y avait pas eu beaucoup de surprises dans ce film. Moi, il y a eu beaucoup de surprises, j'ai trouvé, moi. Personnellement, tu sais, on va dans plusieurs directions. Tu sais, on pense que le gars qui est en train, tu sais, d'envahir les maisons, c'est lui le tueur. Il est dans le vigile. Avant d'embarquer là-dedans, je vais faire comme toi, je vais faire un petit résumé. Donc, Prisoners, c'est un thriller de 2013 et ça couvre le grand choc émotionnel d'une famille qui se rencontre à Thanksgiving avec une autre famille. Et donc, il y a des adolescents, il y a les parents, puis il y a des jeunes enfants. Puis les jeunes enfants veulent beaucoup jouer dehors, tu sais, ils forcent leur grand frère, grande sœur à sortir avec eux. Puis à un moment donné, ils sortent sans avertir leur grand frère, grande sœur, et ils se font kidnapper par quelqu'un. On ne sait pas c'est qui. Et on rencontre ensuite le détective Loki, joué par Jake Gyllenhaal, qui va avoir le dossier et qui va un peu clasher beaucoup avec le personnage de Hugh Jackman, qui est le père d'une des jeunes filles qui s'est fait kidnapper. Puis ce que j'aimais beaucoup dans ce film-là, c'était vraiment comme l'aspect très dualité par rapport à ces gros événements choquants. La perte d'un être cher, tu sais, l'approche très émotive, l'approche qu'on peut vraiment comprendre, tu sais, puis l'approche comme vraiment plus froide, plus calculatrice, plus rationnelle. Puis, si tu veux pas, on est une société qui pousse beaucoup la rationalité, là. On est très pro-science, puis tout ça. Fait qu'on a vraiment une dualité en tant que téléspectateur d'un côté, être vraiment du côté au père, mais aussi d'être du côté de Jake Gyllenhaal qui essaie vraiment de comme suivre les protocoles, mais en même temps, c'est le fun aussi parce qu'il est pas complètement protocolaire aussi. Il y a un gros bagage émotionnel qu'on couvre pas, là, un peu comme le Joker, là, c'est très ambigu. Là. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé dans sa vie, mais on voit qu'il y a un gros bagage. Il n'est pas vraiment comme... je suis ça, puis c'est vraiment le protocole. Il va juste ses approches. C'est pas des caricatures non plus. Non, c'est ça. Puis quand il va interviewer, va faire quand il va rencontrer des suspects puis tout ça, souvent il va les limite agresser pour qu'ils sortent des réponses. Fait que c'est pas quelqu'un qui est comme vraiment by the book, mais quand même, il y a comme un beau blend que je trouve qui est vraiment intéressant. Puis c'est ça, ce film-là, pour vrai, je trouve qu'il y a un symbolisme incroyable avec les labyrinthes, puis on projette ça par rapport à notre psyché humaine, juste comme comment tous les personnages sont pris dans des labyrinthes dans ce film-là, soit émotionnels ou physiques. C'est drôle que tu dis ça, ça rappelle un peu Ennemi. Oui. De ce que je me rappelle un peu vaguement, mais je me rappelle un petit peu du film, d'ailleurs avec Jake Gyllenhaal aussi. Ouais. Il y avait ça, ce concept-là de thrill, toile d'araignée, on remonte le temps. Mais tu vois, c'est ça que je trouve que justement, le truc pourquoi j'ai un peu moins aimé Enemy, c'est que je trouvais que le symbolisme était un petit peu trop poussé. OK. Comme on perdait un peu comme le côté vraiment plus terre à terre, un petit peu plus réel. Puis dans Prisoners, il est mieux dosé. Oui, il est mieux dosé parce que justement, comme le côté vraiment réalisme que tu as parlé, justement, le côté un petit peu film policier, qu'il faut vraiment on peut pas aller trop artsy puis trop poussé, là, si on peut dire, là, en termes de comme on va faire des projections imagères dans la psyché humaine, là, si on peut dire, qui est un peu
ça dans Enemy, que je trouve qu'il y a bien des gens qui ont été perdus. Ouais, dans c'est un ce film qu'il film-là. faut voir plusieurs fois. Ouais. Ou du moins lire les analyses. Là, Ouais. ouais. Je me rappelle parce que c'est ça que j'avais fait. Moi aussi, j'avais comme compris des choses, d'autres non. Fait que, ouais, mais c'est un Ouais, film. Ouais, j'étais allé c'est- à la première de Enemy, Denis Villeneuve était là, puis il avait dit si vous catchez pas ce film-là, vous êtes complètement normal. Il avait raison. Fait que ça c'était bon. Puis, mais oui, c'est ça. Fait que non, c'est un film pour vrai que c'est dans mes deux préférés de Denis Villeneuve. J'ai Prisoners puis Arrival. Puis Prisoners, pour moi, c'est vraiment comme le côté très noir de l'âme humaine. C'est vraiment montrer qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on se fait arracher la chose la plus chère qui nous détruit en dedans. Tu sais, comme le père, Hugh Jackman, a une destruction complète. Là. Il devient comme le diable en personne. Il fait des choses qui sont irréparables, illégales, et pas éthiques, un peu à la 7 jours du talion, si on peut dire, là, la Patrick Sénécal, là, pour torturer Paul Dano, qui fait aussi une performance incroyable. Fait que c'est ça que j'aime un peu de Arrival puis Prisoners, c'est comme un peu justement Arrival, il y a comme vraiment comme plus une exploration comme positive, là, vraiment de comme pousser l'être humain dans comme un aspect. Comme un son, excuse, il y a comme Oui. un son Ouais, excuse-nous, on étrange, a ouais. un petit bruit de parasite là, Un qu'on petit bruit essaie de savoir. de bruit, fil ouais. qui se touche. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est weird. Mais Ok, là, ouais, Ouais, non, je pense que fait- c'est fini. là. Fait, excusez, je vais un peu loin, là, mais tu sais, comme vraiment, Non, comme non, c'est ouais. ça, comme Arrival, pour moi, c'est comme vraiment un film qui pousse, moi, je trouve qu'il a un aspect vraiment plus positif de, comme justement, comme l'aspect C'est humain. vrai. C'est vrai, parce que effectivement, le thème d'Arrival, c'est justement comment des humains peuvent finalement laisser de côté leurs préjugés et leurs problèmes et leur traumatisme pour réussir à connecter avec quelque chose qui les dépasse. Là. Puis je trouve très que vrai. Arrival, c'est comme l'autre côté de la médaille de ce film-là, parce que au contraire, c'est un film qui fait comme non, c'est correct de devenir des monstres dans ce genre de situation-là, comme ça montre ce genre de situation-là dans le côté morbide, encore là, cauchemar réveillé, de vraiment comme Ouais. si toi t'avais perdu ta fille, est-ce que tu torturerais la personne? Tu sais, est-ce que si tu serais policier, puis tu aurais un dossier où est-ce que tu dois trouver une fille qui est probablement peut-être tuée, violée, mutilée, qui sait? Tu sais, est-ce que vraiment ces genres d'approches-là peuvent être respectables? Tu sais? Ouais. Fait que non, pour moi, c'est un film qui explore des choses vraiment très noires. Puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Désolé, j'ai un côté un peu dark. Mais aussi, je dirais que l'exécution, le tournage, le son, la musique, c'est juste le petit thème. Là. Il y a comme un petit thème qui est comme un peu noir, mais aussi, il y a toujours comme un... Si vous écoutez le thème, si vous allez sur YouTube ou whatever, le thème de Prisoners, il y a un côté noir, mais il y a aussi un côté comme avec un peu d'espoir. C'est comme un... Tu sais, comme il y a un côté comme vraiment comme... On sait qu'on est dans un endroit très noir, mais il y a toujours l'espoir, tu sais. Puis je trouve que ce film-là, c'est vraiment... Ça fait un contrepoint aussi avec la noirceur Ouais. du film. Là. Ouais. Fait que ouais, c'est un Très film cool. qui est très proche pour moi. C'est un film que j'aime beaucoup. Intéressant, Et ouais. c'était la première fois que je le voyais en anglais. Je l'avais juste vu en français doublé avant. Fait que ça a été une expérience assez intéressante. Puis je trouve ça intéressant aussi parce que tu sais, c'est un Québécois qui fait un film en anglais, ce qui est quelque chose qui arrive vraiment pas souvent. Puis tu sais, il y a toujours comme cette espèce d'approche-là de comme il faut regarder les films dans la langue originale. Mais tu te dis, est-ce que Denis, il le voyait en anglais ou il le voyait en français, le film? Tu sais? Est-ce que c'est correct de le regarder doublé en français? Ouais, c'est ça, exact. Puis, Exact. une autre petite anecdote un peu cocasse, moi, je trouve ça toujours drôle quand les Américains essayent de dire le nom Villeneuve. Mais ça sonne comment? Je pense que j'ai même pas... Villeneuve. Villeneuve. Ah, ben. Ou Villeneuve. Dennis. Dennis Villeneuve. Dennis Villeneuve. Puis, Ok. ils patinent tout un peu différemment. Puis, on dirait que Denis, il a juste fait comme... Il l'a pas dit à personne.
Il laisse aller, genre. Il dit, je vais vous regarder. Je vais vous regarder patiner. Et pour de vrai, ça me fait tellement rire quand je vois des critiques américaines sur YouTube qui vont faire comme des analyses de leur film de filmmaker Denis Villeneuve. Fait que, ouais, non. Ça, c'est mon anecdote un peu cocasse. Excellent. Fait que là, on est rendu au dernier film. Le dernier, mais non le moindre. Eh oui. Le dernier, mais non le moindre. Donc, Blade Runner 2049. Ouais, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, ouais, c'est ça. Moi, personnellement, je crois que c'est le film de Denis Villeneuve que je peux dire que j'aurais le plus connecté émotionnellement. Je voulais juste commencer sur un petit point, en fait, c'est que moi, pendant très longtemps, j'avais vraiment une vision très, très puriste où je me disais, j'étais contre les suites, j'étais contre les remakes. Moi, j'étais comme... dans ma tête, j'y voyais rien d'autre que du mercantilisme, j'y voyais rien d'autre que de la trahison. Avec raison, là, tu sais, c'est une trend qui est très, genre, cash-cow, très... Souvent, oui, mais il faut quand même garder l'esprit ouvert parce que c'est pas toujours le cas. Puis, avec le temps, j'ai appris à me rendre compte que oui, un réalisateur peut faire une nouvelle version d'un film ou une suite, dans le cas présent. C'est correct, mais c'est correct à condition de le faire à sa propre sauce, de ne pas simplement reprendre la recette pour attirer du monde puis leur montrer qu'est-ce qu'ils ont déjà vu en se disant là, ils connaissent ça, donc les caves, ils vont payer 10$ puis pour aller voir au cinéma, tu sais. C'est Jurassic Park. C'est permis de nommer des noms, on est entre nous. Ouais, on peut y aller. On est entre nous. Et nos 15 millions d'auditeurs. On vous salue. C'est permis de rêver. C'est ça. Mais bref, oui, puis je trouve personnellement que le Blade Runner de Denis Villeneuve est un bon exemple de, selon moi, une suite réussie parce que il cherche pas à imiter l'original. C'est par rapport à l'original de Ridley Scott qui était vraiment un film qui allait feu roulant, vraiment une enquête qui avançait avec ça aussi, c'était un thriller, un thriller de science-fiction. Ouais, sci-fi au bout. Là. Le film de Denis Villeneuve, lui, est beaucoup plus contemplatif. A vraiment trouvé comme une voie complètement différente, mais en continuant sur les mêmes thèmes qui étaient déjà présents dans le premier. Parce que Blade Runner, pour ceux qui savent pas, le thème, c'est que ça se passe dans le futur et qu'il y a des individus qu'on appelle des replicants, qui sont des androïdes, qui ont une forme humaine, mais qui ont été désignés pour accomplir des tâches que les humains voulaient pas faire. Et occasionnellement, ça arrive que des fois, les replicants décident de se rebeller. Ouais, c'est ça. Décident d'envoyer une lettre d'émission et ça ne passe pas. Donc, il y a des enquêteurs qu'on appelle les Blade Runners, dont le travail est de les retracer pour les retirer de la circulation. Et donc, les deux films vont sur ce même thème-là, mais les deux films questionnent la notion même d'humanité. Et Denis Villeneuve reprend justement la thématique, les questionnements que Ridley Scott amenait. Et on va vraiment au bout du bout, c'est-à-dire que déjà, on est face à des êtres qui peuvent ressentir des émotions, à qui on a implanté des souvenirs, qui ont une autonomie, tout ça. Donc, on est face à des gens qui, au-delà de la forme, sont déjà pratiquement des êtres humains. Mais le thème de Blade Runner de 2049, la version Villeneuve, le thème, c'est que... Merci. L'histoire, pardon. Le point déclencheur de l'intrigue, c'est que le personnage principal de Ryan Gosling est mis sur la piste d'un enfant, en fait, qui serait né d'une replicant. Et ça fait évidemment capoter tous les officiels en place qui disent là, si les replicants arrivent à un point où ils peuvent se reproduire, là, on a perdu le contrôle complètement. Là. On se retrouve dans Jurassic Park. Hein? Ouais, il y a peut-être... Excusez, dans chaque podcast, il faut qu'on parle de Jurassic Park ou Star Wars. Ou Star Wars, OK. Non, mais regarde, on est chez vous, c'est tes règles. Hein? Non, mais c'est correct. On se plie à ça sans aucun problème. Mais ouais, bref, tout ça pour dire que effectivement, on dit ça parce que à partir du moment où ces êtres-là sont capables ont la capacité de donner la vie, ben là, sur quelle base est-ce qu'on peut
est-ce qu'on peut les persécuter? Et puis, tout le film est vraiment extrêmement bien fait pour ça, parce qu'au final, les êtres, les êtres virtuels, que ce soit des androïdes ou peu importe, apparaissent toujours comme étant plus humains que les humains. C'est là où le film est vraiment bien. Parce que, bon, le personnage de Ryan Gosling, quand il rentre dans son appartement, il y a comme... c'est une espèce d'hologramme qui est là, qui est un peu sa copine, qu'elle est... En réalité, c'est un être purement virtuel qui est là, mais qui est tellement attentionnée, tellement douce, tellement aimante envers lui, par rapport à tous les autres qui, eux, l'insulte sans arrêt, le dénigre parce que c'est un Blade Runner, parce que il peinture des graffitis sur sa porte, il l'insulte dans la rue. Je veux dire, il est vraiment considéré comme le bas de l'échelon, alors que le seul moment où il trouve de l'amour, c'est avec un être virtuel. Et il y a une scène extrêmement belle quand il arrive où il a trouvé, je sais même plus c'est quoi le gogos qu'il a acheté, mais ça lui permet à elle d'avoir une gogos. Ça lui permet. J'ai aimé le choix. Excusez. Je sais pas s'il l'a trouvé sur Amazon, mais non, chez Canadian Tire probablement. Ok. Peut-être qu'on trouve de tout chez Canadian Tire. Mais bref. Même un ami. Non, ça c'est Jean Coutu. Ouais. Je voulais quand même dire ça. Nous autres, on fait du placement de produits, mais on envoie la facture par on trouve après. de tout, même un replicant. C'est Et ça. puis, grâce à cette invention-là, elle arrive à avoir une existence physique. Et puis, il y a une scène très belle où est-ce qu'elle sort dehors et où il pleut, et le simple fait de sentir l'eau sur sa peau, ça la rend totalement en extase. Alors, on pousse justement le discours sur comment des êtres virtuels peuvent finalement être plus humains que les humains, jusqu'au fait que finalement, leur plaisir, ce qui les fait jouir, c'est simplement d'exister physiquement. Alors qu'on vit dans une époque, nous, où on s'enfuit perpétuellement dans le virtuel. Eux viennent dans la réalité et c'est Chercher ce qu'ils l'achèvement. n'ont pas. Genre, C'est l'achèvement pour eux. Donc, c'est intéressant. c'est sûr, bon, ça touche aussi aux questions du transhumanisme, bon, tout ça. Une autre affaire aussi, j'avais envie de parler, ce qui est souvent charmant dans les films, puis bon, parce que ça s'applique à d'autres films de Denis Villeneuve aussi, souvent, c'est les petits détails qui font la différence. Comme dans Polytechnique, par exemple, un aspect du film, un détail du film qui m'a marqué, que j'avais trouvé ça vraiment très fort, c'est que le personnage du tueur, le personnage de Maxime Gaudette, au moment où il était en train de se préparer, il a fini d'écrire sa lettre, tout ça, puis il est prêt à aller les commettre sa tuerie. Juste au moment où il arrive pour partir, il se retourne, il voit il y a une pile de vaisselle sale sur le comptoir, et avant de partir, il fait sa vaisselle. J'ai trouvé que c'était tellement une belle transcription de l'absurdité totale de toute cette violence-là qu'il s'apprête à commettre. Résumé dans tout ce petit détail-là, c'est comme tu t'en vas mourir, mais non, mais il faut que je fasse la vaisselle avant. Je trouvais que c'était une manière très subtile de dire que, OK, là, mais on est sorti de toute logique. Et il y a un C'est quoi ta responsabilité vis-à-vis le côté que tu vas laisser ça là? C'est comme... c'est ça. Qu'est-ce que ça va changer? Oui, tu sais, comme... non, c'est spécial, c'est vrai, psychologiquement, c'est étrange. Dans Blade Runner 2049, j'adore le début du film où ce que Ryan Gosling s'en va trouver Dave Bautista, parce qu'il a reçu pour mission de le retirer. Dave Bautista, bien entendu, est un replicant. Et puis, tu vois cette espèce d'armoire à glace énorme qui est Dave Bautista, qui est devant son évier, tout ça, avec Ryan Gosling qui est assis à côté, qui lui parle. Et de voir cette montagne de muscles prendre ses petites lunettes, se les mettre, se retourner. J'ai trouvé que juste avec ce petit détail-là, tout d'un coup, le personnage prend une autre dimension totalement. C'est vrai, comme, c'est cool. Tu pensais que tu étais face justement au méchant, c'est Dave Bautista, là, je veux dire, et évidemment qu'il est là pour se battre et pour éventuellement trouver une mort violente, mais non, il est pas juste ça. Il est un gars qui met ses petites lunettes. Non, mais... C'est vrai, c'est cocasse. Non, mais dans le sens, ça l'humanise avec un petit truc vraiment idiot. Ouais, c'est vrai, des fois, des petites touches comme ça. Hein. Souvent, souvent, ça, je me rappelle, on apprenait ça dans les cours en ciné, tu sais. Il disait, dites-vous que tous les plans que vous voyez, en général, là, pas tous les films, ça dépend des approches, ça dépend de comment le tournage a été, mais on s'entend à 90% du temps, s'il y a quelque chose dans le coin du plan, si c'est
faite d'une certaine façon. S'il y a une plante, c'est parce qu'il y a une raison. Après, c'est dépendamment. comment ça te parle aussi. C'est quand est-ce que tu es capable de le recevoir. Moi, je suis convaincu que 99% des gens qui ont vu le film s'en sont calissés des lunettes à des Oui. Après, si tu es la personne qui est capable de recevoir cette information-là, ça améliore ton expérience cinématographique plus que n'importe quel effet spécial. Dans Prisoners, avec le sifflet, on a comme un gros Chekhov's gun, là, gros comme la terre, où est-ce qu'on oublie complètement là, le sifflet de la petite fille qui, il retourne à la maison. C'est la raison pourquoi elle se fait kidnapper, c'est qu'il retourne à la maison trouver le sifflet. Puis à la fin, ça devient le gros punch de comme, est-ce que Hugh Jackman survit au film? C'est seulement par rapport au son du sifflet qu'on entend à la fin. Puis j'ai adoré la fin parce que Denis Villeneuve, il a rendu ça ambigu un peu, tu sais. Jake Gyllenhaal se tourne, puis on pense qu'il va le trouver, mais on le sait pas, c'est sûr. Mais quand même, fait que oui, ça aussi, c'était un petit détail de rien, là, mais ça a toute sa signification, tu sais. C'est ça. Même avec Incendie aussi, avec le tatou, là, qu'on pense que c'est rien, mais ça devient, c'est vrai. Ça devient quelque chose extrêmement important. Là, tu vois, c'est ça qu'on dit. Ça, je pense, c'est une des grandes forces de Denis Villeneuve, c'est que c'est quelqu'un qui réfléchit extrêmement beaucoup à ses scénarios, à sa mise en scène. Je pense juste à Arrival, c'est même pas linéaire comme film. Là. Le film, il est même pas linéaire. Là. Tu dis à un studio, je vais faire un film qui est pas linéaire. Les studios vont dire, bonne chance. On a déjà Christopher Nolan qui en fait. Là, juste Christopher, regarde, va-t'en. Fait que non, mais tu sais, puis c'est vrai, puis ça, justement, comme l'aspect de la non-linéarité de ce film-là offre justement une perspective tellement belle des extraterrestres, puis de ce qu'on est en tant qu'humain, puis est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue, puis tout ça, puis je trouve ça magnifique, la façon qu'il apporte dans ce film-là, c'est absolument incroyable, mais c'est vraiment, il a pensé vraiment très, très fort là, en faisant, justement, en exécutant ce film-là. Là, je pense que c'est palpable chez Denis Villeneuve, je pense qu'il y a vraiment une forte sensibilité. Fait que ça se reflète beaucoup dans comment il va faire ses films, dans la forme. Mm-hmm. Ouais, fait que, donc c'est ça. Moi, je vais conclure sur Blade Runner. Je trouve que c'est un film qui a vraiment des superbes qualités parce que, comme je dis, il réussit à pousser plus loin le propos. Puis encore une fois, c'est un autre projet qui aurait pu être totalement casse-gueule, comme on dit souvent, mais où finalement, il s'en est bien sorti. Moi, les seuls petits trucs que je peux reprocher au film, c'est que c'est quand même... C'est un film qui, je dirais, qui a certaines longueurs, surtout si on le compare avec l'original de Ridley Scott. Ça, je trouve que certains moments, peut-être, où le rythme aurait peut-être pu être un peu plus resserré. C'est un peu Kubrickesque, un peu. Les prises sont un peu Kubrickesques. Des fois, j'ai trouvé peut-être, c'est peut-être un peu Ryan Gosling qui aide pas. C'est l'acteur le plus beige de l'univers, là. Je suis comme peux-tu avoir une émotion, s'il te plaît? Mais en même temps, c'est sa job, comme tu as dit, de comme... il doit avoir une froideur vraiment, tu sais, puis dans ce film justement, comme tu as dit, pour que les androïdes soient vraiment plus, tu sais, qu'on soit plus proche d'eux, qu'on ressente plus d'émotions à travers eux. Fait que non, moi je l'ai pas trouvé. Moi je trouvais que ça faisait drôle. Certaines scènes avec Anna de Armas qui est justement qui joue sa copine virtuelle. Dit de même, ça sonne bizarre, là, mais whatever, j'ai pas trouvé un meilleur terme. Mais je trouve qu'il y a des scènes avec elle qui auraient pu être incroyablement belle, incroyablement touchante, mais parce que lui est là avec son espèce de... Mais tu vois, moi, son approche... Sa chaleur de mur de béton. Là, je la voyais très kafkaesque, son approche. Puis je pense que c'était vraiment important, parce que justement, Kafka apporte, genre, justement, tu sais, l'approche de comme la déshumanisation par rapport à, tu sais, le côté vraiment très, tu sais... excusez, les mots me manquent, là, parce que c'est le podcast, fait que c'est sûr que les mots me manquent, là. Le côté comme vraiment très... voyons. Excusez, blanc.
Blanc. Non, mais dans le sens... non, mais je pense que je cherche le mot. Voyons, l'aspect comme vraiment très protocolaire, là, comme l'aspect comme vraiment détaché, là, l'aspect vraiment comme vraiment... Oui, ben, froid, inhumain, bureaucratique. C'est ça, bureaucratique. C'était le mot que je recherchais. D'habitude, Merci. on est bon, on est meilleur que ça. Avec LP, on a trouvé le mot écorce. Avec toi, ça va marcher. Excusez, aussi, j'ai travaillé toute la journée, là, c'est mon chance. Voilà, ça va. On n'est pas là pour juger, mais je comprends où tu veux aller dans ce cas-là. C'est l'interprétation que j'avais quand j'ai vu dans le sens où c'est normal que cet être humain-là, pour survivre à cette espèce de froideur bureaucratique, en vienne à un moment donné à se couper de tout, tout contact, de tout, en vienne finalement à devenir inatteignable. Ben justement, tu sais, comme moi je trouvais que c'était vraiment très proche justement de la réalité qu'on vit, parce qu'il y a beaucoup justement de situations où est-ce qu'on doit se détacher, on doit être presque toujours comme justement, tu sais, froid, tu sais, calculateur, pas émotionnel, tu sais, on met beaucoup d'emphase sur ce genre de qualité, souvent dans beaucoup, ben c'est sûr que pas dans l'art, là, mais comme dans beaucoup d'aspects dans le monde du travail, là, tu sais, il n'y a pas place à l'émotion, il n'y a pas place à, tu sais, comme, il faut que tu sais, tu c'est prends juste du ton rendu. Tu prends ton bout, puis tu fermes ta gueule, puis tu travailles, tu sais. Fait que je trouve que, justement, que c'était tellement une belle projection, presque une critique de ce genre de vie-là qu'on vit. Là. Ça peut être ça. Sinon, à l'inverse, moi, Harrison Ford, j'ai trouvé égal à lui-même déjà en partant, mais vraiment... Phoning it in. Ben super, en tout cas. Fait que, ben voilà, c'était le spécial Denis Villeneuve. Spécial Denis Villeneuve, évidemment, écoute, on couvre pas tout, mais ça couvre quand même 3 films. C'est le fun d'en parler. Je pense que c'est un cinéaste qui est dans son heure de gloire, comme tu dis au début. Puis c'est quelqu'un qui mérite vraiment ça. Puis c'est quelqu'un vraiment qui travaille très fort dans ses projets. Puis moi, je suis très content, en fait, qu'il se soit rendu au ski. Puis... on est très content de monsieur. Oui, dans tous les cas, ça reste un parcours qui est vraiment très, très impressionnant. Ouais. Charles, un grand merci. Ouais, Un grand merci d'être venu à notre podcast. On est vraiment heureux. On est heureux de te rendre l'appareil. Tu nous as invités 2 fois. On est vraiment content. Je suis vraiment très content de m'être joint à vous. Pour vrai, c'est tout un honneur. Un honneur. Donc, merci, mon cher Charles. Merci à vous. À la tienne. À la vôtre. Bon, ben, c'est l'heure des chroniques. On vous les avait promis. Les voilà. Donc, Amir, le plan de la semaine, parle-nous de ça. Oui, moi, je suis en amour avec ce film. Donc, j'aimerais vous parler de Come and See, 1985, réalisé par Elem Klimov, donc un réalisateur russe, né à Stalingrad dans les années 30, décédé en 2003. Donc, grand réalisateur, à mon avis. J'ai pas vu d'autres films, malheureusement encore, mais j'aimerais beaucoup découvrir ces autres films. Donc, avec un seul film, tu peux dire qu'il est un grand réalisateur. Ça veut dire que tu as beaucoup aimé le film. Ah ouais, 100%. Pour moi, c'est rare, je dis ça d'un film, là, mais ce film-là, pour moi, est un chef-d'œuvre. C'est très rare que je vais employer ça. Je vais dire c'est un grand film, c'est un bon film, etc. Mais un chef-d'œuvre, c'est quand même assez rare, je le dis. Fait que oui, ce film-là, c'est peut-être, je pense que je l'ai vu 3 fois environ, ce film-là. La première fois, j'étais flabbergasté. J'ai fini le film, j'étais juste comme, mais qu'est-ce que je viens de voir? C'est juste incroyable. Ensuite, je l'ai revu. Je pense, je l'ai vu 3-4 fois. Quand je l'ai revu après, ça m'a autant épaté. Puis là, je l'ai revu dernièrement, justement, cette semaine. En fait, pas plus tard que hier pour le podcast, parce que je voulais vraiment l'avoir frais en tête. C'est majestueux, ce film-là. J'ai jamais vu un film comme ça. Donc, juste pour vous mettre un petit peu en contexte avant de mettre le plan de la semaine, c'est un film qui se déroule dans le fond, c'est un film de guerre. Film de guerre qui se déroule en 1943, donc en pleine Deuxième Guerre mondiale. Et puis, ça se déroule en Biélorussie. Donc, pays évidemment lié à l'URSS de l'époque. Mm-hmm. Et donc, les Allemands envahissent la Biélorussie, comme ils ont fait en Pologne, en Ukraine, etc., tous les pays limitrophes vers la Russie et l'Allemagne. Donc, disons, les pays un peu pris en sandwich, finalement, entre l'URSS et
la trempe nazie de l'époque. Alors, disons que mhm. ça devait pas être cool à cette époque-là de vivre dans ces pays-là. Ben, Seigneur. Je crois que si je fais pas d'erreur, je pense que c'est le quart de la population biélorusse qui est décédée pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelque chose d'absolument inimaginable C'est comment ça a énorme. été violent. Énorme, énorme, énorme. Puis il y a des choses incroyables qui se passent. Puis d'ailleurs, sont relatées dans le film. Wow, je sais pas quand ça donne des frissons là, de dire que l'humain a déjà été par là, a déjà fait ça. C'est assez dommage, assez triste. Donc, le film raconte l'histoire de Fiora, qui est un jeune Biélorusse de 15 ans. Et puis, il se ramasse, dans le fond, au début du film, dans le fond, on le voit, il est chez ses... en fait, c'est qu'il joue dehors avec un autre petit gars, puis il joue un peu à l'armée, tout ça, mais bon, on se rend compte de plus en plus qu'il est vraiment... Dans le fond, ils sont dans cet univers-là qui est là pour vrai. Là, il y a vraiment les Allemands là, autour d'eux, tout ça. Puis bref, quelques instants plus tard, on le voit arriver, il est chez lui, puis là, il y a ses deux petites sœurs avec sa mère. Et puis, lui décide de s'enrôler dans le groupe des partisans biélorusses, donc ils vont défendre leur patrie. Et puis, on va suivre ce jeune homme-là pendant, en fait, genre quelques temps, là, quelques jours. En fait, on va suivre les péripéties, puis en fait, ce qu'on voit, c'est l'horreur de la guerre à travers les yeux d'un jeune adolescent qui vit ça. Alors, déjà en partant, juste avec cette prémisse-là, on se dit, ouf, ça risque de pas être beau, tu sais. Puis c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Par contre, le film est magnifique. Le film est très poétique, mais il y a des scènes très dures. Tu sais, en bon québécois, c'est un film décalissant. Pour vrai, c'est un ami qui me disait ça, puis je dis, ouais, c'est vraiment décalissant comme film. Tu sais, mais c'est tellement bien pensé, bien filmé. Il y a des scènes vraiment émouvantes, des scènes vraiment bonnes. C'est ça que je disais tantôt, j'ai jamais vu un film qui mêlait autant guerre et horreur. Tu sais, oui, Apocalypse Now, c'est assez, tu sais, on rentre dans une journée assez intense, en pleine guerre du Vietnam, tout ça. Là, c'est un peu la même chose, mais déjà en partant, ce qui est intéressant de souligner, puis ce qui, je trouve, qui est la force du scénario, c'est d'avoir choisi un personnage principal qui est adolescent dans un contexte comme ça, et de le suivre tout au long de ça. Donc, de suivre les péripéties de ce jeune-là qui va connaître, je veux dire, la misère, la faim, la violence. Il va passer à travers toutes ces caractéristiques-là. Puis c'est complètement... tout ce qui se passe dans ce film-là, c'est complètement fou. Le traitement comme esthétique, le son, ça vient mettre de l'emphase dans la dureté du sujet, dans comment on peut percevoir ça, puis c'est fait avec brio, là. Vraiment, c'est un film. Des super mouvements de caméra, ouais, c'est vraiment des très petites subtilités dans le cadrage. Ça doit être en plus un cadrage en une 37, là, fait que c'est genre du 4:3 pratiquement, là. Fait que c'est assez carré, parce qu'à l'époque, c'était le ratio que le réalisateur a choisi. Mais c'est franchement très, très bien amené. Puis, je trouvais ça aussi intéressant parce que je trouve que c'est un côté de l'histoire qu'on sait moins. Tu sais, l'invasion allemande en Biélorussie, c'est un petit peu moins... tu sais, on connaît beaucoup plus l'histoire entre l'Allemagne, la Russie, tout ça, la Pologne beaucoup, à cause de la population juive, mais on connaît pas tant les autres pays. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé en Lituanie, en Ukraine, etc., en Biélorussie. On veut jamais en entendre parler parce que les Américains aiment amener l'idée que c'est eux, finalement, qui ont vaincu l'Allemagne nazie. Donc, ils veulent essayer de tasser l'Union soviétique le plus possible. Mais quand on regarde les statistiques, c'est que la quasi-totalité des pertes allemandes, pas la quasi-totalité, mais je veux dire, la très, très forte majorité ont été sur le front de l'Est. Ouais. Ce qui veut dire que, en réalité, c'est les Soviétiques qui ont vaincu les nazis. Mais ça, on est dans une vision à la Saving Private Ryan où c'est les Américains qui débarquent et qui règlent tout le problème. D'ailleurs, le choix de l'année du film, le fait que ça se passe en 1943, c'est précisément l'année de la défaite de Stalingrad et donc du moment où la tendance s'inverse dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que les Allemands qui, jusqu'à ce moment-là, étaient dans la conquête perpétuelle, tout d'un coup, commencent à reculer. C'est une année très importante, 1943. Exactement. Puis, oui, absolument. Puis on approche la fin de la guerre également. Et c'est quand même... Parce que, bon, l'évasion en Biélorussie commence en 1941.
Par contre, c'est ça, elle se poursuit jusqu'en 44-45. Alors, 43, on est comme en plein dedans. Donc, évidemment, comme vous savez, dans le film, il y a des massacres pas possibles. C'est assez intense. J'aimerais juste, avant de mettre le plan de la semaine devant vos yeux, dire que le réalisateur, en fait, comme je disais, est né à Stalingrad, justement, dans les années 30. Puis lui, il se rappelle des souvenirs de jeunesse que Stalingrad était à feu et à sang. Puis lui et sa mère sont partis de là. Et puis lui, il se rappelle d'être sur le bateau avec l'attaque allemande, puis il voit la ville brûler devant lui. Donc, tu sais, lui, il a vécu ça, là, il est en plein là-dedans. Fait que c'est pour ça, je pense qu'il a voulu... Le film est sorti un peu tardivement, en 85. C'est son dernier long-métrage, mais ça faisait quand même, je pense, des années qu'il travaillait sur ce projet-là, mais que c'était compliqué un peu justement à financer parce que c'était un sujet assez touché. Donc... Finalement, il y a eu le go à un moment donné, mais il y a eu beaucoup de travail derrière ça. Mais lui, je pense que c'est quelqu'un qui a voulu vraiment représenter pas juste un film, je pense, pour démoniser les Allemands. Il y a peut-être un peu de ça parce que veut pas, c'est quand même quelqu'un qui est russe, qui vient de ces pays-là. Fait que son point de vue, c'est sûr qu'il va avoir un point de vue peut-être plus percutant au niveau des Allemands. Par contre, je pense que le film... Premièrement, le film, c'est un film anti-guerre. C'est un film qui est contre la guerre. C'est un film qui montre les horreurs de la guerre. Puisque pour comment l'humain peut psychologiquement se rendre à là, c'est complètement fascinant. C'est dégueulasse, mais c'est fascinant. Donc, je pense que par son vécu personnel, il voulait faire ce film-là, mais aussi pour montrer, c'est ça, que la guerre, que ce soit cette guerre-là ou une autre, toutes les guerres sont toutes sales puis dégueulasses au final. T'sais. Mais... Tu vois, si je peux dire quelque chose, parce que moi, je connaissais pas du tout ce film-là. En fait, c'est toi qui m'en as parlé. Et puis, ben, évidemment, de la manière que tu m'en parlais, ça me donnait vraiment très, très envie de le voir. Puis j'ai fini par le voir il y a de ça peut-être 2 semaines environ. Et puis, personnellement, je trouve que malgré le fait que, comme tu dis, c'est un film où il se passe des choses absolument horribles, c'est malgré tout un film où il y a de l'espoir, en fait. Où il y a un espoir qui est très, très fort à cause de la fin du film. Parce que quand ça se termine à la toute fin, lui, il a réussi comme à rejoindre l'armée des partisans, tout ça. Puis à la toute fin, il retrouve les Allemands qui avaient commis un massacre plus tôt. Puis en tout cas, ils leur font leur fête, évidemment. Ouais. Et puis ça se termine avec le personnage principal qui tire avec sa mitraillette, qui tire sur un portrait d'Hitler, qui tire sur un portrait du Führer. Et au moment où il tire, il y a toute une série de flashbacks, mais d'images d'archives aussi, où on voit toutes les images d'archives du régime nazi, des grands défilés, tout ça, d'Hitler, tout ça. Et on remonte le temps, tout ça, pendant que lui, il tire. Donc, tu as toute cette espèce de retour en arrière avec lui qui veut évidemment, qui est habité par la vengeance à ce moment-là. Ouais. Et puis, arrive un moment où plus on recule, puis on voit des images d'Hitler jeune. Et la dernière image qu'il voit, c'est une image d'Hitler bébé. Dans les bras de sa mère. Et à ce moment-là, il arrête de tirer. Ouais. Et ça, pour moi, il y a un espoir énorme là-dedans parce que ce que le film dit en réalité, c'est que ce personnage-là, qui est passé à travers tout, là, mais il a tout vu. Il a vu son village se faire brûler. Il a vu sa famille mourir. Il a vu les gens autour de lui mourir. Il a passé. C'est un miracle que lui-même n'y ait pas passé. Et malgré tout ça, malgré tout ce qu'il a traversé, il est encore humain. Pourquoi il est encore humain? Parce qu'il dit qu'il y a quand même des choses que je ne peux pas faire. Exact. Je ne peux pas tirer sur une mère, je ne peux pas tirer sur un enfant, même si cet enfant-là est Hitler, puis même si cette mère-là est la mère d'Hitler. Ouais. Et ça, pour moi, je me dis, malgré que le film, comme tu dis, est très rough, en bout de ligne, on en sort quand même avec un sentiment, en tout cas, je parle à titre personnel, mais on en sort quand même avec un sentiment de se dire, non, finalement, l'humain est plus fort. Ouais, exact. Il y a possibilité, malgré toutes les horreurs, de garder des principes, de rester solide. De se raisonner, exactement. De se dire, on est humain, mais on est capable du pire, mais il faut garder le meilleur. Il faut arrêter de faire le pire, tu sais. Ouais, fait en tout cas, cette scène-là est incroyable avec la musique de Mozart, Lacrimosa, tout ça.
C'est tellement puissant. C'est ça, le film. Il y a des scènes très puissantes, très fortes. Puis des scènes d'horreur littérale. Là. Tu sais, des scènes, à un moment donné, il traverse un marécage. Puis là, avec une des jeunes filles de son âge qui a croisé un petit peu plus tôt. Puis là, ils font la marche ensemble pour rejoindre. Ils trouvent une gang de partisans, mais ils passent dans un marécage. Puis c'est très difficile, c'est boiteux, c'est sale, c'est plein d'eau, tout ça. Des bébés de partout, sûrement des morts partout. C'est tellement l'apocalypse, le chaos, le chaos dans ce film-là. Puis, il arrive l'autre bord, puis là, la fille a dit non, ta famille est morte, tout ça, puis ils se sont fait assassiner, tout ça, puis elle capote un peu, puis lui aussi il devient fou, puis il y a plein de boîtes d'en face, puis là, il arrive un peu plus loin, puis il y a un gars qui est genre à moitié tout mort, comme il est plus capable de bouger, je pense que même, il est comme quasiment homme-tronc, puis il est là, puis il fait juste comme parler de quelque chose, mais c'est tellement horrifique, les vues, ça rappelle un peu l'aspect, je trouve, Jacob's Ladder, un peu. Dans certains moments, là, juste comme des genres d'images un peu dégueulasses de corps mutilés, tout ça. Il y a un peu cet aspect-là, mais le reste... C'est le film sur le traumatisme, oui. Puis par après, il y a ton plan, je crois, qui arrive dans les scènes qui vont suivre. Là. Oui, exactement. Puis c'est ça, je vais vous le mettre direct ici, en fait. On est rendu là. Le plan que je vous ai mis, en fait, c'est le plan où le jeune Fiora dort... il se réveille en fait le matin à l'aube très tôt. Il se réveille, il est endormi sur une vache en fait. Comme vous voyez, il y a quelqu'un de couché à côté de lui. C'est un partenaire avec qui justement un des partisans qui ont suivi. La veille, ils ont essayé justement ils ont volé la vache pour essayer d'avoir un peu de lait, parce qu'on s'entend, ils sont en pleine famine, il n'y a pas de nourriture, tout ça. Ils ont nulle part où aller, fait qu'ils réussissent à voler la vache. Puis, il y a des Allemands un peu plus loin qui finissent par les tirer, tout ça, mais ils viennent pas plus proches, ils font juste tirer dans le tas, puis ils finissent par tuer son ami, parce que là, quand il dorme, lui, il se réveille pas. Puis là, lui, il se réveille, puis là, on le voit qu'il voit le corps meurtri de son compagnon à côté. Puis là, la vache est morte aussi, la vache s'est fait tuer. D'ailleurs, ça, c'est quand même fou, parce que le tournage a été très dangereux. C'est cool, j'ai choisi le plan, puis je même pas... j'avais pas pris le plan pour raconter ça. J'ai pris le plan parce que je trouvais que le plan est magnifique. Si on regarde au loin un peu c'est très sombre. En fait, pas sombre, c'est très brumeux. En fait, brumeux, on voit rien au loin. C'est comme, tu sens que l'ennemi est partout alentour de toi, mais où est-ce qu'ils sont? Puis est-ce que tu sais, qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'y a pas un pas que tu vas faire et que ça va être ta mort, tu sais? Ça, pour moi, c'est ce film-là, ce plan-là. Puis j'aurais pu choisir vraiment d'autres plans dans le film parce qu'il y a vraiment plein de plans incroyables puis des moments forts dans ce film-là. Des symboles complètement débiles, je veux dire... une arme sur la tombe du jeune, je veux dire, c'est incroyable. Un gars qui a un lance-flamme puis il brûle une église. Il y a tellement d'affaires incroyables dans ce film-là, mais j'ai choisi ce plan-là parce que je trouvais que c'était quelque chose, tu sais, qui dans la vie va se réveiller, tu sais, qui n'a pas mangé de la nuit, il n'y a plus d'énergie, c'est l'apocalypse alentour de lui, c'est la guerre, puis il se réveille sur une vache morte, puis son ami qui est mort à côté de lui, je veux dire, c'est fou, genre, c'est fou. Puis ça m'amène en plus à raconter que le tournage a été très dangereux, très, très éprouvant en fait pour le jeune acteur qui avait à l'époque 15 ans, donc jeune acteur qui s'appelle Alexei Kravchenko, Kravchenko, quelque chose comme ça. Puis je veux dire, le gars, quand cette scène-là, c'était des vraies balles de mitraillette qui ont passé à ça de lui. Ben voyons donc. Puis, je sais, demande-moi pas pourquoi, je sais pas, mais ça, je veux bien croire que c'est des Russes, mais quand même eux devraient avoir une limite, là. Ben ouais, puis écoute, c'est arrivé. Puis après ça, c'est fou. Après ça, t'as eu, en plus, puis les balles qui ont atterri dans la vache, ben ils ont tué la vache. Fait que la vache est réellement morte, là. C'est pas un fake ou whatever. Fait qu'on est dans quelque chose d'assez intense, là. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est quand même assez fou. En tout cas, il doit y avoir des affaires assez spectaculaires qui se sont passées dans ce film-là. C'est quand même un film à grand déploiement. Il y a beaucoup d'acteurs quand même, des armées, tout ça. Ouais, fait que j'ai choisi ce plan-là. Je trouvais que ça représentait vraiment bien le film. Et puis, vraiment pour moi, c'est un coup de poing dans la gueule, ce film-là. J'ai jamais vu un film comme ça. Puis comme je dis, tu sais, oui, il y a Apocalypse Now, il y a des films de guerre vraiment bons de Thin Red Line. Tu sais, il y en a plein, là. Il faut sauver le soldat Ryan. Il y en a des bons films de guerre, là. C'est pas ça qui manque. Mais comme ça, jamais j'ai vu un film comme ça. Jamais. Fait que, comme NC, là, faut que vous voyez ça, ça vaut la peine. Mm-hmm. Fait que voilà, c'était ça le film. Un chef-d'œuvre pour moi. Alors voilà, Elem Klimov, 85, comme NC.
Bon, ben à ce moment-là, je vais enchaîner avec la chronique anniversaire. Oui. Donc, la question qu'on pose toujours à toutes les semaines, mais de quoi est-ce De que... qui? De qui? De quoi est-ce que De 2021 est l'année? De qu'est-ce qui se passe? L'anniversaire! 2021, 2021, mon cher Amir et mes chers spectateurs et mon cher Chuck qui est caché probablement par là-bas, c'est le 20e anniversaire du film Suicide Club, film japonais de Sion Sono, donc sorti en 2001. Et c'est un film qui fait vraiment partie de la vague qu'on a appelée le J-horror. Donc, tous les films qu'il y a eu, par exemple, Ring qui est sorti en 98, Ju-On qui est sorti en 2000, Darkwater en 2002. Tu vois, là, je nomme ces films-là comme exemple, mais ce n'est pas par hasard que je nomme ceux-là parce que c'est des films qui ont tous eu des remakes américains, et c'est comme ça souvent que les gens les connaissent. Souvent, les gens ont plus vu les remakes que les films originaux, parce que c'est des films qui ont eu beaucoup de succès à l'époque. Mais Suicide Club, lui, n'a pas eu droit à son remake. Et ça m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce film-là qui est particulièrement dérangeant, qui fait en sorte que Hollywood n'a pas trop envie de peut-être toucher à ça. Et bon... Déjà avant de parler du film un peu, puis en quoi justement est-ce qu'il est assez subversif, je vais parler un peu de qui est Sion Sono, le réalisateur. C'est quelqu'un donc qui est né à Toyokawa en 1961. C'est quelqu'un qui a été d'abord un écrivain, mais aussi qui est un artiste qui organisait des happenings dans les rues des villes, tout ça. Puis à un moment donné, il va passer au cinéma. Il va être un cinéaste extrêmement prolifique. En fait, pas aussi prolifique que Takashi Miike, qui lui peut faire 5 ou 6 films par année. Il est quand même pas à ce niveau-là, mais il y a plus de films réalisés que d'années de carrière, ce qui est déjà quand même quelque chose dans son cas. Il a fait entre autres un film, les gens, il faut voir ça absolument, un film incroyable qui s'appelle Love Exposure, qui est un film qui dure 4 heures, qui a été réalisé, je crois, en 2008, je pense, un truc comme ça. Je peux même pas vous décrire le film tellement c'est hors norme comme truc. Le personnage d'adolescent qui passe à travers toutes sortes de péripéties qui ont rapport tantôt au sexe, tantôt à la violence, tantôt à plein de choses, mais vraiment, tu vois, je suis même pas capable de te décrire l'intrigue du film. Un amalgame. Parce que c'est un feu roulant durant 4 heures qui te fait dire comme, OK, mais où est-ce que je suis là? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, vraiment, Sion Sono, il a vraiment un style extrêmement particulier. Puis d'ailleurs, son tout dernier film, il est passé aux États-Unis. Quand on parlait tout à l'heure d'Hollywood, pipeline, de talent qui va les chercher un peu partout, c'est lui qui a fait Prisoners of Ghostland, un film avec Nicolas Cage, qui a joué au dernier festival de Fantasia, un film assez savoureux. Donc, parlez un peu de l'intrigue. Parlez un peu de l'intrigue de Suicide Club. Ça commence en fait sur un suicide collectif, en fait, carrément, où tu as toute une série de jeunes collégiennes japonaises qui s'installent devant une rame de métro. Elles se prennent tous par la main et elles se lancent devant le métro et elles meurent tous broyées. Le film est très graphique aussi. C'est très gore. Là. Il y a du sang qui revole à profusion. Là. On n'a pas peur d'y aller. Donc déjà, avec un début comme ça, tu te dis, déjà, les financiers d'Hollywood, ils shake un peu. Comprends-tu? La porte serait pas mal fermée. Non, c'est ça. Je pense que finalement, ils n'ont même pas considéré de se dire comme, est-ce qu'on pourrait... Comme, non. On va pas là. Et tout le reste est une espèce de scénario à tiroir, en fait, où on a évidemment un enquêteur qui se pose des questions. OK, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que ce suicide-là entraîne d'autres vagues de suicides un peu partout. Tu as plein de gens qui commencent à se tuer et on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop d'où ça vient. Il y a des pistes qui vont un peu partout. Et ça, c'est une particularité d'ailleurs de certains films de Sion Sono, parce que c'est quelqu'un qui est capable vraiment de toujours amener l'intrigue dans des directions où on n'attend pas. C'est ça qui est vraiment extrêmement important, surtout dans un film comme Suicide Club, parce que à tout bout de champ, il te présente peut-être des personnages que tu dis, OK, donc lui, ça va peut-être être lui qui va amener la résolution de l'intrigue, ou peut-être que la solution se trouve de ce côté-là, et là, à tout bout de champ, il te revire la situation, tout ça, c'est comme Sion Sono, il joue à Mario Kart, OK, puis il prend les shortcuts.
Mais non seulement il prend les shortcuts, mais en plus il change de bonhomme des fois pendant sa course. C'est ça qui se passe là, quand tu regardes le truc. Tu dis, OK, on suivait lui, elle, on pensait qu'elle n'était pas importante, mais là finalement on se ramasse à suivre elle. Mais il t'amène dans plein de labyrinthes. Oui, c'est vraiment une écriture très particulière. Et c'est ça qui fait... l'intérêt d'ailleurs de son cinéma. Et puis, évidemment, bon, c'est sûr que pour nous, la thématique du suicide, pour nous, c'est un sujet en Occident qui est totalement tabou. Ouais. Mais au Japon, c'est quelque chose de différent. Bon, il y a énormément de suicides au Japon. Puis oui, je vais pas évidemment aller jusqu'à prétendre que pour eux, c'est quelque chose de naturel, là, quand même pas. Mais il reste que ça a une autre dimension parce que il y a la question, par exemple, des suicides rituels qui font partie de la culture japonaise, qu'on appelle le seppuku. Le fait de se faire harakiri pour racheter des fautes, tout ça, qui est vu comme une manière de sauver son honneur, mais qui est aussi... puis ça, il y a des écrits de Yukio Mishima, entre autres, là-dessus, grand auteur japonais. C'est aussi un acte de liberté. Donc, ils ont une vision du suicide qui est très différente de la nôtre. Ouais. Et c'est pour ça, selon moi, que c'est pas vraiment transposable dans notre contexte, mais le film en est d'autant plus intéressant parce que tu vas voir ça en disant comme OK, je vais vraiment sortir du cinéma qu'on est habitué de voir. Il n'y a pas justement une forêt au Japon? Oui, il y a une forêt justement qui est réputée, Aokigahara, je le prononce probablement très mal, on s'entend, mais il y a une forêt qui est réputée pour être effectivement l'endroit où les gens vont se suicider. Donc on voit que le rapport, évidemment, est complètement différent de qu'est-ce que nous on peut avoir en Occident. Et juste, là, bon, j'arrive à la fin de la chronique, juste un petit dernier détail. J'ai dit qu'il n'y avait pas eu de remake, c'est vrai, mais il y a eu une suite par contre que Sion Sono a fait quelques années d'après et je ne l'ai pas vu personnellement, mais à ce qui paraît, à ce que j'ai lu, ça a l'air que la suite explique beaucoup de zones d'ombre qu'il y avait dans le premier film. Et puis, en toute honnêteté, on dirait que je ne sais pas si j'ai le goût tant que ça d'aller voir la suite parce que justement, une des choses qui me plaît dans ce film-là, c'est justement les zones d'ombre, c'est justement le fait qu'il y a des trucs qu'on n'est pas certain de comprendre, qu'il y a des affaires qui sont laissées en plan un peu, il y a beaucoup de mystères dans ce film-là, justement à cause de ce que je disais tantôt, que c'est un film qui te surprend tellement souvent en prenant des détours sans arrêt qu'à un moment donné, tu finis le film en disant comme OK, oui, mais vous m'avez offert une pseudo-résolution d'intrigue, mais j'ai comme pas d'éléments vraiment qui m'étayent cette résolution-là. Et voilà, donc, mais moi, je tenais quand même à parler de ce film-là parce que, bon, sans être le plus grand connaisseur de cinéma japonais, c'est quand même un cinéma qui a offert des films qui me plaisent quand même beaucoup. Et puis le G-Horror, ça a été quelque chose de très, très, très big. Ouais. Mais c'est intéressant, justement, de descendre un peu là-dedans et de sortir des titres que tout le monde connaît parce que souvent, des fois, c'est les plus obscurs qui sont le fun à aller voir. Oui, clairement. Moi aussi, je ne suis pas un expert du cinéma asiatique, mais j'avoue que j'ai pas vu d'ailleurs Suicide Club. Par contre, juste la prémisse, genre j'ai des frissons juste à la prémisse, fait que je suis comme shit, ça doit être assez intense comme film. Oui, c'est un film qui a une superbe ambiance. C'est un film qui joue beaucoup aussi sur l'atmosphère musicale qui est souvent assez discordante, en fait, qui est presque toujours en discordance par rapport à ce qui se passe à l'écran. Non, c'est une expérience, il faut le tenter. Ben, c'est cool, je regarderai ça en tout cas, ça me donne le goût. Fait que, merci pour ta chronique. Oui, écoute, merci surtout aux gens de nous avoir écoutés. C'est la fin de l'émission. Oui. Alors, on dit aux gens, likez, commentez, partagez. Oui, si vous avez des suggestions, quoi que ce soit, écrivez-nous. On est bien ouverts. Et puis, ouvert à vos commentaires si vous payez le cognac tel que chantait Plume à une époque. Ouais, fait que voilà. Donc, merci d'être à l'écoute. On espère que vous appréciez. Donc, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Salut tout le monde.